Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de santé. Bonsoir Marine. Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous pencher sur un aliment qui a longtemps trôné au centre de l'assiette, la viande. Bœuf, porc, charcuterie. Chaque année, les Français consomment près de 90 kilos de produits carnés, mais depuis plusieurs années, les ventes sont en baisse et la viande est sur le banc des accusés. En cause des scandales sanitaires, dont celui de la viande de cheval, qui ont révélé les faces cachées d'une filière. On accuse la viande rouge d'augmenter les risques de cancer lorsqu'elle est grillée ou consommée en excès. On s'inquiète de la présence d'OGM et de bactéries pathogènes. Enfin, la viande et sa production intensive menaceraient la planète en favorisant le réchauffement climatique. Face à ces dangers, quelle place faut-il accorder à la viande dans notre alimentation? Doit-on changer radicalement nos habitudes et se tourner vers d'autres sources de protéines? Le régime végétarien est-il un gage de bonne santé? Et mangera-t-on un jour des insectes à la place d'un steak? C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir ce soir avec nos invités experts en nutrition, éleveurs, militants écologistes et représentants des végétariens. Benoît, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Pour poser des questions, plusieurs moyens. Oui, le 41 555 si vous utilisez les SMS, allodocteur.fr ou france5.fr pour le web ou encore hashtag santé F5 si vous préférez utiliser les réseaux sociaux et nous envoyer vos questions, vos témoignages, comme par exemple Lucie qui nous demande quelle quantité maximale de viande on peut consommer par jour ou par semaine et quel type de viande il faut privilégier, ou encore Myriam qui nous dit: j'ai 70 ans, je n'ai jamais mangé mes amis les animaux, je suis en excellente santé, je ne manque de rien. Alors sur l'amitié avec les animaux, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre. En revanche, il est certain qu'on posera la question des carences. On se retrouve après la diffusion de Viande rouge, un pavé dans l'assiette. Super titre. Un film de Perrine Dutreil. Non, c'est beau, c'est un beau titre. Timothée Dorex et Pierre-Luc Perrin. Une séance photo dans un studio de banlieue parisienne. Devant l'objectif, une épaule d'agneau. Est-ce qu'on va tellement dans l'autre sens ou est-ce que je photographie quasiment du dessus? Du dessus, ça peut être pas mal. Ouais, ok. Jean-Claude Amiel et Natacha Arnoux préparent les futures pages d'un magazine culinaire. Le thème du jour est une déclinaison autour de l'agneau confit. De la viande donc, pas l'aliment le plus consensuel qui soit. De la viande crue, c'est pas le plus simple, ça c'est sûr. Il faut que ça reste... faut que ce soit joli alors que c'est quand même un peu trash. L'aspect trash, c'est quoi? Côté un peu trop près de la bestiole. Voilà, c'est des magazines qui sont faits pour tout le monde, donc pas forcément ceux qui adorent la viande rouge. Donc c'est un exercice un peu délicat. Après tout se corrige, là, la viande elle est un peu rouge, donc c'est pas très joli. Pas facile de rendre glamour un aliment de plus en plus décrié. Des ventes en baisse, une confiance des consommateurs sérieusement entamée, la viande va mal. Bien sûr, il y a eu les scandales sanitaires qui ont émaillé ces 20 dernières années. La maladie de la vache folle pourrait être mortelle pour l'homme. De nouveaux cas d'intoxication alimentaire au steak haché surgelé. Le scandale des surgelés contenant de la viande de cheval. On retourne dans la région bordelaise avec l'intoxication de 3 enfants qui avaient mangé des steaks hachés. Mais aujourd'hui, on s'interroge aussi sur les bienfaits de la viande dans notre alimentation. Au cœur des inquiétudes, la viande rouge. Bœuf, veau, agneau, porc et même charcuterie. Ces viandes, dites de boucherie, sont-elles bonnes pour notre santé? Y a-t-il des dangers à les consommer? S'il y a bien un risque qui soit associé à une consommation excessive, c'est celui du cancer du côlon et du rectum. Le néphrologue dans la salle d'attente nous a dit que peut-être elle mourrait. La France est un pays qui offre un haut niveau de protection aux consommateurs. Quand je vois un steak, je vois l'animal, quoi. Je peux plus, c'est impossible.
Un chef en cuisine, une table digne d'un grand restaurant. Dans ce loft parisien, les convives sont les heureux gagnants d'un tirage au sort. On est ravis parce qu'on est des grands fans de bouffe, des grands fans de viande, des grands fans de bœuf. Ce qu'ils ont gagné, c'est un dîner dégustation autour d'un seul ingrédient, le bœuf. Mon amuse-bouche, c'est carpaccio de bœuf limousine, noir de Crimée et litchi. Ok, super. Voilà. Ça tombe bien, Édouard et son cousin Pierrick sont des amateurs de bonne chair et de fins connaisseurs de la viande de bœuf. La variété des espèces, la variété des pièces, on a l'impression de jamais avoir terminé notre découverte du bœuf et de toutes ces cuisines. Aux manettes de cette soirée, les industriels de la viande. Une opération de communication à la gloire de la viande rouge. L'établi pour voir un petit peu comment ça se passe. La filière de la viande est très attaquée et donc il est question là de rappeler à quel point la viande de bœuf est essentielle à une alimentation équilibrée, essentielle au plaisir gustatif et puis essentielle aussi avec une approche plus sociale, une approche où les gens peuvent se rencontrer et se rassemblent autour de la viande de bœuf. Pour l'entrée ce soir, vous avez une boulette de bœuf en fait qui est travaillée avec de la basse-côte hachée et des herbes, coriandre, persil, cerfeuil et des petites pousses d'épinards pour rafraîchir. Voilà, bonne dégustation. Merci. Pour la plupart de ces jeunes carnivores, manger de la viande est un acte de tous les jours, peu importe les quantités. Du bœuf, du veau. Moi j'apprécie énormément, vraiment au quotidien, presque au quotidien. Cette semaine par exemple, je suis allée au resto quasiment tous les soirs. J'en ai mangé pratiquement tous les soirs. J'aime la bonne bouffe et la bonne viande. C'est peut-être pas très bon, mais je pense qu'en ayant une alimentation variée à côté, avec beaucoup de légumes, du sport et une hygiène de vie correcte, c'est mieux que du fast-food. Essentielle à notre alimentation, la viande rouge, sur le plan nutritionnel, elle nous apporte quantité de bonnes choses. La viande, c'est du muscle, donc avant tout une source de protéines, quelle que soit la bête ou la qualité de sa production. Ce sont aussi des lipides, dont la quantité varie en fonction de l'espèce et du morceau. De la vitamine B12 et du fer dit héminique. Doit-on pour autant en consommer tous les jours, quasiment à chaque repas? Comme beaucoup de nutritionnistes, Jean-Michel Le Cerf le déconseille fermement. Le problème, c'est la consommation excessive. Il n'y a pas d'aliment qui soit mauvais en soi. Sinon, on ne comprendrait pas très bien comment on peut faire pour vivre. Et donc, la viande est un aliment qui a ses qualités. Voilà. Le problème, c'est la consommation excessive. Et il est assez bien établi que s'il y a bien un risque qui soit associé à une consommation excessive, c'est celui du cancer du côlon et du rectum. Ce sont les conclusions de ce rapport mondial sur le cancer. Les études de population ont montré qu'il y avait un lien dit convaincant entre une consommation importante de viande rouge et un risque accru de cancer du côlon et du rectum. Mais beaucoup d'autres facteurs entrent aussi en jeu. Ça s'inscrit beaucoup plus dans un style alimentaire. C'est-à-dire que les gros mangeurs de viande sont aussi des gens qui peuvent être des gens sédentaires, en surpoids, parfois fumeurs, parfois buveurs, etc., etc. Comment, dès lors, définir le rôle exact de la consommation de viande rouge dans le développement d'un cancer du côlon? À Toulouse, une équipe de chercheurs travaille sur la question depuis plusieurs années. Et pour comprendre les effets de la viande, ils en donnent à des rats. Alors, pour mesurer l'impact de l'alimentation et en particulier des régimes riches en viande sur le cancer du côlon, on est obligé de mener des expérimentations nutritionnelles dans des modèles précliniques, en particulier des modèles animaux, et on va leur donner soit un régime contrôle, qui est équilibré en fibres, en vitamines, en protéines, soit un régime riche en viande, que ce soit des viandes transformées modèles, en gros des charcuteries modèles, ou des viandes normales, que ce soit des viandes bovines ou des viandes porcines. Pour mesurer l'effet de la viande sur le développement de la maladie, il a fallu au préalable chez les deux groupes de rats déclencher un début de cancer du côlon. À la fin des 100 jours, on pourra comprendre si effectivement la consommation élevée de viande a pu augmenter le risque de développer le cancer enclenché.
est le seul moyen de mesurer 100 jours plus tard l'effet de ce régime sur la santé du rat, c'est d'observer directement son côlon, ici coloré en noir. On récupère le côlon du rat, c'est-à-dire le gros intestin. On le coupe longitudinalement, c'est comme un tuyau, et là on l'a ouvert et aplati. Donc on voit l'intérieur de la muqueuse sur le dessus. C'est là qu'apparaissent les lésions provoquées par le cancer. On ne connaît pas le régime qu'a eu le rat, et donc on va observer et n'avoir pas d'a priori pour décider si oui ou non on a une belle lésion. Et une belle lésion, ça ressemble à ça, la tache blanche en haut à droite. Le rôle de Sylviane, c'est de les compter sur chaque côlon pour chacun des rats et de comparer ensuite les résultats. Lorsqu'on fait une représentation graphique de ces résultats, on voit que les rats qui ont un régime contrôle ont moins de lésions précoces du cancer, que les rats qui ont un régime riche en viande. Cette augmentation, elle est de l'ordre de 20%. On peut dire que notre approche expérimentale a permis de confirmer l'augmentation du risque observé par l'épidémiologie. Le responsable, ce serait le fer contenu dans la viande rouge. Les conclusions sont claires, elles ne signifient pas pour autant que manger de la viande provoque directement le cancer colorectal. On n'a aucun travaux qui permettent de dire que la consommation de viande va initier le cancer, mais dans le cadre d'un processus déjà engagé, en fait, une consommation élevée de viande va aggraver, va continuer d'avancer dans ce processus. Et pour prévenir ce risque, les autorités de santé recommandent de limiter notre consommation. Les experts s'accordent pour dire qu'il ne faut pas dépasser l'équivalent de 70 grammes de viande rouge par jour. Donc si on calcule par semaine, ça fait à peu près 500 grammes. Et 500 grammes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on compte en nombre de repas, manger 3 fois par semaine de la viande rouge, c'est bien. J'allais dire c'est un maximum. Ça peut être un peu moins. 3 fois par semaine sur 14 repas. Les 500 grammes sont vite avalés. En France, à peine un tiers des consommateurs dépasserait cette limite. Bien loin derrière les Américains et surtout les Argentins et les Uruguayens qui consomment plus d'1 kilo de viande rouge par semaine et chez qui les taux de cancer colorectal sont très élevés. On va entamer le poêlage des onglets de bœuf, donc beurre, huile pour pouvoir monter plus facilement en température. Au dîner de nos Parisiens carnivores, c'est l'heure du plat principal. On va assaisonner l'onglet, tout le long de la cuisson. Ce soir, ce sont les saveurs qui priment. Dans la poêle, le beurre est roi. J'en rajoute un petit peu, ça permet quand même d'avoir une belle coloration de la viande, une belle croûte. Enfin, ça va bien matcher. En plus, ça va être servi avec de la salade, donc on peut se permettre un petit peu des écarts, on va dire. Alors, on entend ça, ça chante. De la matière grasse, mais surtout une très haute température pour saisir la viande. On l'apprend à l'école, on va l'apprendre que c'est des composés qui sont limite cancérigènes, toutes ces graisses cuites à haute température. Je pense qu'une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ce bon goût de grillé, c'est bien ce que tous les amateurs de viande rouge préfèrent. Jambon cuit, intensité 3. Viande crue, intensité 3. Champignons, intensité 2. Dans ce centre de recherche de l'INRA, à Clermont-Ferrand, on étudie justement les odeurs et les arômes qui caractérisent des viandes après cuisson. Patates, intensité 4. Viande crue, dans chacun de ces box, des volontaires sentent tous les parfums contenus dans ce morceau de viande cuite au four. Chaque odeur est extraite et isolée par cet appareil unique en son genre. Chaque signal que vous voyez ici correspond à une odeur qui a été perçue par le dégustateur qui est situé dans ce box. Donc vous voyez que certains pics sont perçus de manière consensuelle et c'est ces odeurs consensuelles qui nous intéressent
parce que ça va être les contributeurs majeurs à l'odeur globale du produit. Jambon cuit. Chaque type de cuisson de la viande génère des arômes caractéristiques. Typiquement, si on prend une viande bouillie, par exemple, on va avoir des arômes qui seront très faibles, donc une appétence, un pouvoir de séduction vis-à-vis du consommateur qui sera largement réduit. Le rôti et le grillé étant au contraire les arômes plébiscités. Le problème, c'est que ces types de cuisson sont aussi ceux qui génèrent des composés toxiques. Ce morceau de bœuf va être cuit dans un four spécial à 200 degrés. De l'échantillon réduit en poudre, les chercheurs extraient les composés à analyser et quantifier. Le résultat apparaît sur ce graphique. Chaque pic représente un composé généré par la cuisson. La plupart sont qualifiés de toxiques. Plus la cuisson va être intense, c'est-à-dire plus on va utiliser des hautes températures, plus on va avoir tendance à générer ces composés toxiques. Ici, on a le benzoapyrène, qui est un des composés les plus toxiques produits au cours de la cuisson de la viande. Alors l'impact sur la santé du benzoapyrène, il est relativement mal connu, surtout que là, les doses auxquelles il est présent dans la viande sont relativement faibles. Par contre, sur le long terme, il pourrait avoir une incidence sur la santé avec d'autres composés potentiellement toxiques. Difficile de mesurer sur toute une vie les effets de ces composés toxiques. Ils sont pourtant clairement pointés du doigt par les nutritionnistes. Si vous cuisez de façon inappropriée la viande, grillée, barbecue, plancha, tout ce que vous pouvez à la poêle, etc., là, vous produisez des substances qui ne sont pas du tout intéressantes et qui sont un élément important dans le risque de cancer colorectal, mais aussi d'autres cancers associés à la consommation excessive de viande. Donc c'est au moins autant le mode de cuisson, et ça c'est votre responsabilité en tant que mangeur, de veiller au mode de cuisson. Haro sur le grill. Place aux cuissons lentes, à feu doux, soit le pot-au-feu ou la blanquette de nos grands-mères. Entre équilibre alimentaire et plaisir gustatif, pas simple d'accorder à la viande rouge sa juste place dans nos assiettes. Mais cette viande que nous mangeons, pour la grande majorité produite en France, est-elle parfaitement saine, indemne de contamination? Quelles sont les garanties sur son mode de production? Une petite commune entre Belfort et Montbéliard. Capucine, âgée de 9 ans, a été victime d'une grave intoxication après avoir mangé de la viande. Oh Capucine, ça a été l'école ce matin? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? On a fait une dictée. T'as fait une dictée. T'as eu très bien? J'ai eu une faute. Une faute. C'est pas grave. Le mercredi, toute la famille rentre pour le déjeuner. Au menu, des crudités, des pommes de terre, mais aucune viande. Comme elle va à la cantine toute la semaine, le mercredi et les week-ends, on essaie de faire une alimentation sans viande, avec des légumes. Donc t'adores les légumes, hein? Non. Non. Donc on essaie quand même de faire des légumes. Les filles n'aiment pas trop ça, mais bon, c'est pour leur santé, quoi. Ah, les parents de Capucine ont banni la viande de bœuf haché de l'alimentation de leur fille. Non. On a toujours les menus donc du collège ou de Capucine. Et puis quand on voit boulette de bœuf ou hamburger, et ben, je demande à la directrice qu'elle lui commande un autre menu. C'est nous qui avons pris cette décision. Hein. Capucine, elle n'a pas de régime particulier, elle a juste des recommandations, donc des menus très peu salés, de la viande 3 fois par semaine. Mais nous, en tant que parents, on a tellement vécu des choses difficiles qu'on préfère maintenant prendre les précautions nécessaires. Cet épisode douloureux, c'est la longue hospitalisation de Capucine, alors qu'elle avait seulement 2 ans. Ma maman elle me racontait, je regardais tout le temps Pinocchio dans la chambre.
et qu'elle venait me voir tous les jours. Puis que je jouais souvent. Puis que j'avais des tuyaux dans le ventre. Je me souviens que... Ça a commencé juste avant la rentrée scolaire avec des symptômes de gastro-entérite. Et on a donc allé chez le médecin qui lui a donné un traitement contre la gastro-entérite. Et finalement, les symptômes ont continué avec apparition de sang dans les selles. 3 jours plus tard, Capucine ne va pas mieux. Ses parents l'emmènent aux urgences de Belfort. Pour eux, c'était une gastro avec déshydratation. Mais durant la nuit, elle souffrait beaucoup, en se plaignant, gémissant. Et le matin, ils se sont rendus compte que dans ses couches, il n'y avait pas d'urine. L'absence d'urine signe une atteinte des reins. Le diagnostic est posé. Il s'agit d'un syndrome hémolytique et urémique, dit SHU. Une affection très grave qui atteint les reins, le sang et parfois le cerveau. Capucine est transférée à l'hôpital de Besançon. Pour Françoise, sa mère, le souvenir est encore vif. Arrivée là-bas, donc j'étais toute seule pendant son transfert, puisque juste un parent pouvait monter dans l'ambulance. Et donc effectivement, j'étais toute seule avec elle, et le temps que les infirmières s'en occupent, c'est vrai que le néphrologue dans la salle d'attente nous a dit que peut-être elle mourrait. Voilà. Capucine est placée sous dialyse pendant 11 jours et subit 3 transfusions sanguines. Une analyse de ses selles montre la présence d'une souche pathogène de la bactérie Escherichia coli, particulièrement redoutable chez les jeunes enfants. Le médecin nous demande qu'est-ce qu'on a pu manger durant la semaine précédente. Donc là, nous, on nous met sur la piste du lait cru, des fromages au lait cru et des steaks hachés, puisque la bactérie Escherichia coli arrive principalement de ces 2 aliments. Donc effectivement, on a mangé un steak haché qui était congelé la semaine précédant le diagnostic. Un simple steak haché, pas assez cuit pour détruire la bactérie Escherichia coli. Et pour Capucine, des séquelles à long terme. Si elle semble aujourd'hui en pleine santé, l'intoxication a abîmé ses reins. La petite fille a un traitement à vie pour éviter une greffe et un suivi médical régulier. On se sent un petit peu coupable, parce qu'on se dit que c'est nous qui donnons à manger à nos enfants. On essaie de choisir les meilleurs produits et pour autant, on peut passer à côté de certaines choses. Si le cas de Capucine était isolé dans sa région, des intoxications à plus grande échelle font régulièrement les gros titres. 7 enfants hospitalisés ce soir à Lille en raison d'une contamination par la bactérie E. coli. Ces intoxications auraient-elles pu être évitées? Comment les industriels limitent-ils les risques de contamination de leur viande? En Vendée, une entreprise de découpe de viande nous a ouvert ses portes. Dans ce frigo sont stockées les carcasses de vaches, prêtes à être transformées pour le consommateur. Aux côtés du directeur de l'établissement, Gladys Joly, la directrice qualité. À la livraison, on va regarder si la carcasse elle est souillée, si elle présente des corps étrangers, etc., etc. On va vérifier la température à la livraison pour une question de chaîne du froid. La traçabilité également, si la carcasse présente bien le numéro de lot, et c'est pour chaque bête. Voici un quart de carcasse. Première phase de découpe, un corps à corps avec la bête. C'est les découpes, on va dire, de gros, entre guillemets. Il entame donc le collier et la basse-côte, comme vous le voyez, là, qui est attenant. Donc là, il est en train de préparer l'épaule. Dans cette entreprise, les règles d'hygiène sont drastiques. Les opérateurs sont habillés comme dans un bloc opératoire. Leurs gants et tabliers changés régulièrement. À tout moment, la viande est à la merci d'une contamination biologique. L'opérateur peut apporter des germes sur les carcasses, et puis une carcasse peut être contaminée, et si on ne fait pas attention à l'hygiène, on peut contaminer notre carcasse, et ainsi de suite. Des précautions qui valent pour toute la chaîne. Il faut travailler dans le froid, et surtout aller vite.
1 heure à peine doit s'écouler entre le début de la découpe et la mise des pièces sous vide. Et chaque jour, c'est le laboratoire entier qui doit être désinfecté. Les outils, les machines, je dirais les plafonds, les murs, les sols, le nettoyage, la désinfection dure 5 heures chaque après-midi. Derrière cette porte, l'atelier qui requiert toutes les attentions. Je vous demanderai d'être très prudent à tout point de vue au niveau hygiène. C'est la partie, je dirais, la plus sensible de l'outil de prestation. C'est là que sont fabriqués les steaks hachés. Le produit est extrêmement fragmenté. Évidemment, ça augmente la surface de contamination. Donc, automatiquement, la viande hachée sera plus sensible, je dirais, à un développement bactérien. Alors cette viande hachée est sous haute surveillance. Une prise de température régulière et des prélèvements à chaque lot. Ici, un lot, c'est la viande tirée d'une seule et même carcasse. On fait un prélèvement de 5 échantillons pour rechercher la flore totale, salmonelle et Escherichia coli. Et ces prélèvements, on va ensuite les envoyer au laboratoire extérieur qui va nous faire ces analyses. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez des mauvaises analyses? Eh ben, tout dépend quels germes sont mauvais. Après, si c'est salmonelle, c'est gestion de crise. On constitue une équipe et puis on rapatrie le produit. Le temps que le laboratoire livre les résultats de ces analyses, le produit est parfois déjà parti vers le consommateur. Ça veut dire qu'il y a un risque inhérent en fait, puisque vous libérez une viande qui n'a pas été totalement validée. Enfin, on a plein de mesures avant qui nous permettent justement d'éviter d'être confrontés à ce risque-là. Donc le risque est très faible finalement. Pas de risque zéro donc, même si les bonnes pratiques sont respectées à la lettre. Merci. Mais toutes les entreprises de production de viande sont-elles aussi vertueuses ? Ancien employé de l'agroalimentaire, Pierre Inard témoigne d'une toute autre réalité. Désormais bien loin des industriels, il élève dans sa ferme à côté de Nantes une trentaine de vaches salaires. Allez. De 2006 à 2008, cet ingénieur agronome a été responsable qualité d'une société d'abattage et de découpe de viande, une entreprise au rayonnement national. Elle livre tout le bottin de l'agroalimentaire, la grande distribution, Auchan, Système U, Carrefour, la restauration commerciale type Flunch, mais aussi le Sucru, William Saurin. Dans cet établissement, Pierre Inard raconte avoir découvert des pratiques peu ragoûtantes sur des lots de viande invendus et retournés par certains distributeurs. Des viandes qui étaient complètement HS et qu'il fallait mettre à la destruction, donc je les faisais mettre en destruction. Et je redécouvrais de temps en temps que ces viandes-là étaient retravaillées, redestinées à un deuxième client, souvent un traiteur industriel. Les techniques pour frauder, ils font un parage de surface, c'est-à-dire vous enlevez tout ce qui est trop décoloré et suspect, jusqu'à retrouver une matière qui a une couleur un peu plus normale, sauf que le mal est dans la matière. Et bien entendu, tout ça se faisait sans contrôle bactérien avant renvoi, rien n'était fait. Selon Pierre Inard, la viande était même parfois recongelée. En juillet 2008, un restaurant Flunch, client de l'entreprise, envoie une photo de viande avariée. Quand ils l'ont mis donc en décongélation, là c'est la viande normale, donc un carton juste d'à côté, le même jour, et elle a deux steaks de l'eau qui sont avariés. Pierre Inard raconte avoir tenté de rétablir des pratiques responsables au sein de l'entreprise. En vain, il finira par être licencié. La conscience de la santé de l'autre, on s'en fout. C'est-à-dire que quand je ramenais au directeur commercial de dire « mais attends, en face tu as des enfants », je lui dis « mais imagine, ça peut se retrouver dans une cantine ». Notamment chez Flunch, donc on a eu des intoxications, des gens qui déclaraient vomir alors qu'ils étaient à moitié de la consommation du steak. C'est juste dire la dose d'imprégnation des bactéries pathogènes que pouvait contenir la viande.
Plusieurs années passent avant que le témoignage de Pierre Inard soit pris en considération. Depuis, 3 cadres de l'entreprise ont été mis en examen pour tromperie sur la marchandise et Pierre Inard a écrit un livre. Ce qu'il y dénonce, c'est un véritable système mafieux, incluant les services vétérinaires mandatés par l'État, présents dans l'abattoir. L'inspecteur vétérinaire était corrompu. Sur les 12 techniciens vétérinaires, 2 faisaient leur boulot, c'est-à-dire que quand ils repéraient des choses anormales, ils lâchaient pas l'affaire et la faisaient remonter. Le problème, c'est que leur inspecteur ne suivait pas. Et les 10 autres, ils tournaient la tête systématiquement en se disant bon. Ce que dénonce Pierre Inard relève-t-il du cas particulier? Quel est, sur le terrain, le rôle de ces services vétérinaires dont la présence est obligatoire à l'abattage des animaux? Difficile de faire entrer une caméra dans un abattoir. Cette entreprise de Saône-et-Loire a accepté de jouer la transparence. « 71, 25, 28, non testable, femelle Chevrolet. » Le contrôle commence ici, à la réception des bêtes. 71, 26, 01, femelle Chevrolet. Et déjà, chacun son rôle. 98, 36. Patrick Roussel est employé par l'entreprise. Il mène les bêtes jusqu'à l'abattage. Marie-Christine Tissier-Bourly, elle, est technicienne vétérinaire, représentante de l'État. C'est elle qui donne le feu vert. Moi, j'ai pas vu d'anomalie, ni de boiterie, ni de plaie, ni de... Voilà, qu'elles sont bonnes à être abattues au niveau santé animale. Et après, lui, le contrôle qu'il m'a fait, Patrick, en antémortem, ça me dit qu'au niveau documentaire et l'attestation carte verte, c'est bon aussi. Seuls les bovins ne présentant aucune maladie apparente sont ensuite emmenés jusqu'à l'abattage. Le docteur Olivier Ayot est vétérinaire inspecteur, agent de l'État. Il est ici responsable chaque jour de l'inspection sanitaire sur l'ensemble de l'abattoir. Première étape, s'assurer que les opérateurs travaillent correctement. Leurs gestes requièrent une grande précision, sans quoi la carcasse, et donc la viande, risque d'être contaminée par des bactéries. En abattoir, il y a 2 grandes étapes critiques où une majorité de souillures peuvent apparaître. Donc soit au niveau de l'arrache-cuir, que vous avez ici, soit au niveau des viscérations. Comme le tube digestif contient des matières fécales, donc une grande quantité de bactéries, si les viscérations se déroulent mal, ces bactéries peuvent tout à fait passer du tube digestif sur l'animal. Mais le rôle de l'inspection vétérinaire va plus loin. Au cœur de la chaîne, il faut vérifier que l'animal abattu ne présente aucune anomalie. David Cadeau fait lui aussi partie des services vétérinaires. Son rôle est d'ausculter les abats de chaque bête à la recherche du moindre signe de maladie. Là, il est en train d'inciser les masséters, donc les muscles des joues du bovin. Alors la vocation de cette inspection, c'est la recherche de la cysticercose, le ver solitaire. Là, strictement, on recherche une maladie animale qui est transmissible à l'homme. Quand une lésion est détectée, tout l'enjeu est de savoir si elle est circonscrite à l'organe ou si la maladie a contaminé la bête entière. Si on a des lésions plus complexes ou des lésions qui peuvent laisser supposer une conséquence sur toute la carcasse, dans ce cas-là, l'ensemble des abats, des sous-produits et de la carcasse sont mis en consigne. David vient justement de trouver sur ce foie les traces d'une infection. Du coup, mon collègue va aller vérifier sur la carcasse qu'il n'y a rien du tout. Là. Je lui ai indiqué la carcasse, il va aller voir. À l'intérieur du collier du bovin, le technicien vétérinaire constate à son tour des signes suspects. Il y a des traces d'injection. Donc là, on va faire une demande à l'éleveur pour voir quel produit il a injecté. La carcasse est immédiatement sortie de la chaîne et emmenée dans ce frigo où sont consignées les pièces douteuses en attente d'analyse plus poussée ou de destruction. Pour l'éleveur, un manque à gagner potentiel de 3 000 €. Les carcasses qui, elles, ont passé toutes les étapes du contrôle sanitaire sont enfin estampillées. Elles peuvent partir sur la chaîne alimentaire. Alors le tampon que vous voyez là, il atteste que la carcasse a été inspectée, qu'elle a été reconnue propre à la consommation après cette inspection, et il atteste que l'animal a été abattu dans le respect de la réglementation. Des contrôleurs de l'État
installés en permanence dans une entreprise privée, au cœur même de la chaîne de production. Comment, à long terme, gardent-ils leur indépendance? On travaille ensemble tous les jours, toute la journée, mais on n'est pas amis pour autant. Il y a le professionnel et le contrôleur de l'autre côté. Dès lors que vous êtes positionné clairement et que vous avez fait passer ce message que vous êtes, que votre mission n'est pas une tare ni un poids, mais un élément moteur, vraiment quelque chose qui permet de vendre, parce que ça sécurise et ça rassure le consommateur, le client. Encore une fois, c'est plus une difficulté. Encore faut-il que ces agents de l'État soient en nombre suffisant sur le terrain, et ce, à toutes les étapes de la filière. En une dizaine d'années, le nombre de vétérinaires inspecteurs en France a baissé de 20%. Conséquence, un rapport de la Cour des comptes pointait l'an dernier un affaiblissement de leur contrôle dans les établissements et des sanctions insuffisantes. Au sein du ministère de l'Agriculture, à la Direction générale de l'alimentation, on réprouve les conclusions de ce rapport. Nous le prenons en compte dans la politique que nous menons, mais nous ne validons pas pour autant les constats qui sont ceux des auditeurs de la Cour des comptes. Donc nous estimons que nous n'avons pas failli dans le domaine des contrôles sanitaires. Nous effectuons 90 000 inspections dans l'ensemble des établissements de la chaîne alimentaire, 300 000 contrôles en élevage et des dizaines de milliers de contrôles à l'importation. Nous pouvons affirmer malgré tout que la France est un pays qui offre pour la filière viande et les produits qui sont mis sur le marché en France un haut niveau de protection aux consommateurs. Le ministère a néanmoins stoppé l'hémorragie des effectifs. Il annonce même la création cette année de 60 nouveaux postes pour les contrôles vétérinaires. Au-delà des risques sanitaires liés à la transformation de la viande, il existe une autre menace sur notre santé, beaucoup moins visible, plus insidieuse. Elle est la conséquence de pratiques menées dans les élevages depuis les années 50. Qu'est-ce que vous pensez de la viande de veau? J'aime beaucoup ça, mais j'ai peur d'en manger à cause des piqûres qu'on leur fait tout le temps. Le veau, c'est maintenant une véritable industrie. On en élève chaque année en France 3 millions par des méthodes rationnelles. Pour qu'ils ne soient pas à la merci du premier microbe venu, les éleveurs leur administrent une bonne dose d'antibiotiques dans des aliments d'adaptation. Des antibiotiques. Depuis 60 ans, la plupart des élevages en ont fait un usage immodéré. Ce qui préoccupe aujourd'hui, ce ne sont pas les résidus de ces antibiotiques dans la viande, bien en dessous des seuils autorisés. L'inquiétude vient d'ailleurs. La surconsommation de ces médicaments a généré des phénomènes de résistance des bactéries. Au point que l'ANSES, Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, a fini par tirer la sonnette d'alarme. Les antibiotiques en prévention, il va falloir arrêter, et arrêter très vite, parce que on traite des animaux qui ne sont pas malades, donc on n'a pas vraiment besoin de les traiter. C'est une espèce d'assurance qu'on se donne, mais qui est une fausse assurance, parce qu'on va générer un environnement plein de bactéries résistantes qui va être défavorable aux animaux. La résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est ce qui est surveillé de près dans ce laboratoire breton. Dans cette boîte, une bactérie Escherichia coli, prélevée sur les matières fécales d'un porc, a été soumise à 16 antibiotiques couramment utilisés, contenus dans ces 16 petits disques. Dans les zones où les bactéries ont poussé jusqu'au contact du disque, ce sont des bactéries résistantes, en fait, dont la croissance n'a pas été inhibée par l'antibiotique. Au contraire, les autres antibiotiques qui ont été testés sur cette boîte sont tous efficaces, puisque autour des disques qui sont imprégnés de ces antibiotiques, les bactéries n'ont pas poussé, montrant que l'antibiotique a tué la bactérie, en fait. Là où ça se complique, c'est que ces bactéries nouvellement résistantes chez l'animal peuvent transmettre leurs gènes de résistance à l'homme, notamment par la chaîne alimentaire. Ensuite, si ces gènes de résistance atteignent une bactérie pathogène, comme un staphylocoque, alors il devient très difficile de traiter les malades, puisque plus aucun antibiotique n'est efficace sur cette bactérie. La multiplication ces dernières années de ces antibiorésistances est devenue une préoccupation majeure de santé publique.
Ce qui est très vraisemblable, c'est que c'est d'abord l'antibiothérapie chez l'homme qui est responsable des résistances des bactéries chez l'homme. Par contre, une petite partie ou une partie plus grosse, on ne sait pas le chiffrer, est liée à la chaîne alimentaire. Et nous, notre rôle, c'est de diminuer au maximum cette partie-là. Et pour que ces bactéries résistantes ne se retrouvent pas dans nos assiettes, c'est d'abord aux agriculteurs de revoir leur méthode d'élevage. L'urgence étant de limiter le recours aux antibiotiques. Dans la région de Clermont-Ferrand, Cédric Thiola élève 230 vaches salaires, dont 80 petits veaux destinés à l'engraissement. Bonjour Jacqueline. Salut Cédric, ça va ce matin? Fraîchement, fraîchement. Jacqueline Bastien, vétérinaire, accompagne Cédric depuis 20 ans. Viens, viens, viens. Allez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Allez, hop. Chut, 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 chut. Allez, bouge pas, petit tout. Ensemble, ils ont mis en place une stratégie de prévention des maladies. Et voilà. Et voilà, allez, Italie. Ça, c'est un vaccin contre les maladies respiratoires. Puisque dans l'élevage, on a eu, il y a quelques années, un épisode de maladie respiratoire. Et on a décidé de vacciner systématiquement les animaux chaque année pour éviter qu'ils soient malades. Donc c'est déjà un premier point de la prévention. Éviter que les animaux soient malades, cela évite de les médiquer et dans certains cas d'utiliser des antibiotiques, bien sûr. Allez. Allez, viens. Ce taureau vient d'intégrer le cheptel. Je vais pas avancer comme ça, avancer comme ça. Une prise de sang s'impose. Il faut vérifier qu'il n'est porteur d'aucune maladie transmissible à l'homme ou aux autres animaux. Allez, on va dire qu'il y en a assez. Vaccins, surveillance des risques épidémiques, tout est fait pour éviter les maladies et donc l'usage des médicaments. Pour Cédric, cette stratégie de prévention est aussi passée par un gros investissement, la construction de ce vaste bâtiment bien aéré. Un bâtiment qui est trop chargé en humidité, on va avoir de la condensation qui va couler par les poteaux. Et forcément, la condensation va se retrouver sur le dos des animaux et va se retrouver également sur la litière. Moins on a d'humidité, plus on a une litière bien entretenue et moins on aura de prolifération de microbes et moins de maladies. Avoir un problème sanitaire qui vous tombe comme un coup près et avec ça c'est une hantise en permanence pour un éleveur. Parce qu'on n'aime pas avoir ces animaux malades, tout simplement. Et des animaux moins malades, moins traités. C'est à l'autre bout de la chaîne, une viande de meilleure qualité. Même si certains industriels s'évertuent à redorer l'image de leur filière, les crises sanitaires ont rompu la confiance de nombreux consommateurs. Beaucoup d'entre eux ont fini par repenser la place de la viande rouge dans leur alimentation. Alors, assiste-t-on à l'avènement d'une nouvelle ère? Celle où l'on produirait et consommerait de la viande autrement. Okay, everyone sitting here with bated breath is dying to see what's underneath the cloche. So can you do the honours and lift the lid on your creation? En août 2013, à Londres, était présenté en grande pompe le premier steak burger créé entièrement en laboratoire. There's quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy, but the consistency is perfect. C'est aux Pays-Bas, à l'université de Maastricht, que l'on trouve le créateur de ce projet fou. Mark Post est convaincu que son burger, surnommé Frankensteak, est la viande de demain. J'imagine qu'on finira par concevoir un appareil, un incubateur, qui permettra aux gens de fabriquer le steak chez eux. Au début du processus, il y a bien un animal sur lequel on prélève un morceau de muscle. Des cellules souches de muscles en sont isolées, puis cultivées en laboratoire dans un milieu nutritif.
En quelques semaines, elle se divise, se multiplie et s'agrège en petits tubes de tissu musculaire. La suite nous est expliquée par ce film promotionnel réalisé par l'équipe de Marc Post. Les tubes sont placés dans une boîte ronde autour d'un axe fait de gel. Grâce à leur tendance innée à se contracter, les muscles vont s'agglomérer et former un anneau de tissu musculaire. À partir d'un seul morceau de tissu musculaire, cette technique permet de produire plus d'1 milliard de bandelettes de tissu. Et quand tous ces morceaux de muscles sont assemblés, on obtient ce qui était notre point de départ, du bœuf. Une production artificielle de muscles, de protéines animales, mais sans les inconvénients d'une vache. Les animaux ne sont pas vraiment performants pour transformer les protéines végétales en protéines animales. Ils ne sont juste pas conçus pour ça. Ils manquent de productivité. Alors qu'avec notre procédé, on maîtrise tous les paramètres. Par rapport à l'élevage, nous estimons que cette technologie permettrait de réduire la consommation en eau et en terrains agricoles de 90% et en énergie de 60%. Nous serons ainsi plus respectueux de l'environnement et plus éthiques aussi. Cette matière organique, fabriquée in vitro, mérite-t-elle le nom de viande ? Elle reste en tout cas sur l'estomac de certains experts. C'est triste le jour où on mangera la viande artificielle. Je sais pas, moi j'arrêterai de manger parce que bon, on mange pas des nutriments, on mange pas des aliments qui poussent. On mange des aliments qui ont du sens, qui ont de l'histoire, qui ont de la représentation, qui ont de la symbolique. Je mange un aliment parce que je sais que c'est du charolais qui vient d'une région que j'adore et quand je vois le producteur qui l'élève et les vaches qui ont l'air si bien dans leur pré, ça me fait envie. Et puis quand je sais la recette de ma grand-mère qui me fait des riz de veau, ça me fait plaisir d'y penser, de penser à ma grand-mère. Donc quand j'ai mangé la viande in vitro, je ne penserai plus à ma grand-mère et ça va me désoler. Délicat d'abandonner des siècles de tradition carnivore. Mais quand les uns essaient de créer artificiellement de la viande, d'autres choisissent carrément de s'en passer. L'idée, c'est de vous proposer des recettes qui soient, très simples à réaliser chez vous et surtout à vous approprier. Ona Mayoko anime des ateliers de cuisine végétarienne. Aujourd'hui, il est question d'ingrédients susceptibles de remplacer la viande. Alors, on va commencer par le tempeh. C'est en fait des fèves de soja qui sont décortiquées, qui sont cuites et qui ensuite sont mises à fermenter. Pour les gens qui s'inquiéteraient encore, c'est très très riche en protéines. Donc j'ai gardé volontairement le paquet pour vous dire que pour 100 grammes, on a 16,7 grammes de protéines. C'est presque comme un steak, quoi. On peut tout à fait remplacer la viande en trouvant des protéines ailleurs. Un régime végétarien associant céréales et légumineuses apporte les nutriments nécessaires. Mais dans la pratique, pas évident de renoncer au beefsteak pour du tofu. Cette séance, elle est vraiment là pour montrer aux végétariens débutants qui ne vont pas devoir se priver de leur plat préféré, traditionnel, et partager ce type de plat avec leur famille. Donc le séitan, c'est le plus bluffant parce que quand on le voit, on a l'impression de voir déjà un peu de la viande cuite. C'est que il a de la mâche en fait, c'est-à-dire que on a vraiment quelque chose qui visuellement et du point de vue de la texture et du goût est très proche de la viande. C'est pour ça que ce soir on fait un plat bien de chez nous. On va faire une blanquette. Une blanquette donc, avec du seitan, un drôle d'aliment d'origine asiatique, de la pâte de protéines de blé. Une fois noyé dans le plat, il fait illusion. Et profitez bien, bon appétit. Voilà. Mais son goût est-il à la hauteur? Ça n'a pas un goût de viande, bien sûr. Donc c'est vraiment un goût spécial séitan. Mais c'est très bon, hein. C'est très très bon. Ces femmes se sont converties au végétarisme. Bannir la viande
a été un choix d'ordre éthique. Effectivement, on a un produit qui est très bon, c'est très bon. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, effectivement, c'est pas parce que je n'aimais pas, je mangeais du bœuf, même cru, tartare. Donc c'est pas une question de ne pas aimer, c'est pas le goût. C'est plus par rapport aux animaux et de me dire mais qu'est-ce qui nous donne le droit de les manger, tout simplement. Alors moi j'étais carnivore, vraiment carnivore. J'aimais beaucoup la viande, j'adorais ça. Ouais. Mais maintenant, je peux plus voir un steak. Quand je vois un steak, je vois l'animal, quoi. Je peux plus, c'est impossible. Les végétariens représenteraient aujourd'hui en France 3% de la population. Pour eux, un régime sans viande n'est pas synonyme de privation. On peut donc être végétarien et fin gastronome. Je montre que c'est tout à fait possible de manger de façon hyper gourmande, absolument équilibrée et de façon gaie, gaie, créative et conviviale, en se passant de chair animale. À partir du moment où on trouve un grand plaisir dans ces recettes-là, vraiment on peut être heureux sans exploiter les animaux. Voilà, un agneau. Mais tout le monde n'est pas prêt à renoncer à ça. Donc on va enlever la partie du sacrum là. Chez la star des bouchers, Yves-Marie Le Bourdonnec, on défend l'idée d'une viande d'exception. Et former à la découpe un jeune apprenti revient à transmettre un art. Quand tu es parallèle, tu fais un tracé. La dernière opération consiste à enlever le fin parchemin qui est au-dessus du gras. Tu laisses surtout le gras sur la viande. Ici, la viande est traitée comme un produit de luxe. Voilà. Voilà un steak idéal, composé de muscles et de gras. Ça va être extrêmement tendre, ça va être très goûteux, c'est très parfumé. Là, on sent les parfums. Et une viande de qualité pour Yves-Marie Le Bourdonnec, ça a forcément un prix. Vouloir brader la viande, c'est aller tout droit vers une viande industrielle de très mauvaise qualité. Regardez tous les modèles qui existent aujourd'hui, tous les modèles industriels de la viande sont là pour produire de la viande le moins cher possible et font de la viande de très mauvaise qualité nutritive, de très mauvaise qualité gustative et en même temps de très mauvaise qualité d'élevage qui sont nuisibles pour la nature et en même temps qui donnent des conditions d'élevage à nos animaux qui sont vraiment déplorables. Alors, le credo de ce boucher est simple et rejoint l'avis de nombreux experts. Moi, je pense qu'il faut manger la viande qu'on est capable de produire soi-même, dans notre pays, avec notre paysage. Avec des animaux qui sont capables de se nourrir de ce qu'il y a autour d'eux, eh bien, on aura une viande de bien meilleure qualité et on régulera notre consommation par ça. On aura une consommation forcément qui sera raisonnée. Raisonner notre consommation, soit manger moins de viande et de la meilleure viande. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur ce plateau d'enquête de santé pour le débat consacré à la viande. Avant d'ouvrir ce débat avec nos invités qui sont ici présents, quelques chiffres que l'on vous rappelle. 89 kilos, c'est la quantité moyenne de viande consommée par un Français chaque année. Le porc arrive en tête, suivi de la volaille et de la viande de bœuf. Au niveau mondial, la production de viande a été multipliée par 5 depuis 1950. D'autres chiffres, Michel. Chaque année, 65 milliards d'animaux sont élevés dans le monde pour notre alimentation. Enfin, sachez que cet élevage pèse lourd sur le plan écologique puisqu'on estime qu'il serait responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre et de 60% des émissions de méthane. Alors, des questions beaucoup arrivent. Laurence qui nous demande s'il vaut mieux consommer de la viande blanche plutôt que de la viande rouge. Jean-Michel Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin nutritionniste. Déjà, juste, c'est quoi la différence exactement entre viande blanche et viande rouge? Est-ce que c'est mieux de consommer de la viande blanche? En réalité, c'est simplement la coloration. Parce que ce qui donne très fort la couleur rouge, c'est ce qu'on appelle la myoglobine. Mais il reste quand même du sang dans la viande blanche également. Et c'est surtout la nature du morceau qui fait
fait la différence entre viande blanche et viande rouge. Donc, contrairement à l'idée que la viande blanche c'est souvent maigre et la viande rouge toujours grasse. C'est pas forcément comme ça. C'est pas forcément vrai. Il y a des morceaux de viande rouge comme le rump steak qui sont à 2,5% de lipides, donc très faiblement gras. Et puis il y a de la cuisse de dinde qui va être à 8-9% de lipides. Donc c'est pas la coloration qui fait la différence. D'accord. Pourquoi le diététicien dit-il que manger plus de 3 fois par semaine de la viande rouge est mauvais et les Esquimaux dans tout ça demande Jean-Michel. On va rester avec vous, Jean-Michel Cohen. Peut-être les Esquimaux, enfin, je ne connais pas très bien leur alimentation, mais a priori ils mangent beaucoup de phoques, voilà. C'est ça On mange en fonction de l'environnement qu'on a. Et si on a mangé beaucoup de viande pendant des années, c'est aussi parce que la viande, pendant longtemps, ça a été le constituant principal pour nous apporter des protéines. Pendant longtemps. Ça apporte 20% de protéines. Le poisson en amène environ 14% en moyenne. Le fromage, 30%. Et les légumes, à part le soja, enfin, les fruits et légumes, à part le soja, on apporte en moyenne 10%. Donc on en mange 3 fois par jour parce qu'on mange notre environnement. C'est une façon écologique d'appartenir à l'environnement. Mais les recommandations, effectivement, paraissent raisonnables, de 500 grammes à peu près de... Il y a vraiment une controverse là-dessus. Ouais, comme le disait mon confrère tout à l'heure, effectivement, on pense que ça peut augmenter le risque de développer un cancer du côlon. Quand il préexiste, mais apparemment. Quand il préexiste. Et en même temps, quand on parle du fer qui déclenche ça, c'est l'hème qui est dans le fer. Et c'est pour ça que saigner la viande de temps en temps, comme la cuire très petitement, est une façon peut-être de prévenir certaines maladies. On n'a pas parlé d'ailleurs des maladies cardiovasculaires qui sont là, par contre, vraiment incriminées en ce qui concerne les fortes consommations de viande. Alors, Élodie Vieille-Blanchard, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association végétarienne de France. Vous voulez intervenir sur ce qui vient d'être dit. Je voulais faire une petite précision, excusez-moi. Je vous en prie, je vais finir juste ma phrase. Vous nous rappelez juste les différences entre, pour ceux qui ne connaissent pas, entre les végétariens, les végétaliens et les véganiens, c'est ça? Les véganes. Les végales. Oh. Véganes. C'est comme la voiture. C'est comme la voiture. Michel. Non, d'accord. Ok. Alors, quand on est végétarien ou végétarienne, en fait, on ne mange pas la chair des animaux. Ouais. Ce qui inclut donc les animaux terrestres, comme les cochons ou les vaches. Ce qui inclut aussi les animaux marins, comme les poissons, les mollusques, les crustacés. Quand on est végétalien ou végétalienne, on ne consomme pas ce qui vient de l'exploitation des animaux. Donc, on ne consomme pas notamment les produits laitiers et les œufs. Et quand on est végane, en fait, on adopte un mode de vie plus global dans notre rapport à l'animal. C'est un choix qu'on fait par refus de l'exploitation animale et on ne consomme pas non plus le produit de l'exploitation des animaux pour se vêtir ou bien pour nos loisirs. Pas de chaussures en cuir, pas de Exactement, voilà, c'est ça. Alors je voulais apporter une petite précision nutritionnelle. En fait, Jean-Michel Cohen a cité les légumes et a évoqué le soja. En fait, le soja est une légumineuse et la famille des légumineuses, enfin on en parlera un petit peu plus tard, j'imagine, est une famille très intéressante quand on s'intéresse aux protéines. Et en fait, la plupart des légumineuses ont une teneur en protéines qui est plus importante que celle de la viande. Donc à titre de comparaison, par exemple, la viande de bœuf ou de porc, c'est à peu près 22 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments. Le soja, c'est 38, les lentilles, c'est 23 et les cacahuètes, par exemple, 25 grammes. Mais est-ce que c'est assimilable de la même façon ou pas ? Alors, c'est assimilable totalement de la même façon. En fait, ce qui est important, c'est que les aliments qu'on consomme contiennent tous les acides aminés dont le corps a besoin. Donc, pour rappel, il y a 22 acides aminés dont on a besoin pour fabriquer les protéines que notre corps utilise. Sur ces 22 acides aminés, 9 sont considérés comme essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Et absolument tous les aliments du règne végétal, qu'il s'agisse des céréales ou des légumineuses ou des oléagineux, contiennent tout le cortège des acides aminés et la plupart de ces protéines dans des proportions tout à fait satisfaisantes pour le corps. Tout ça pourrait remplacer la viande en gros. Absolument, il n'y a aucune difficulté. On considère vraiment que les protéines sont un faux problème. Ce n'est qu'il n'y a pas que des protéines dans la viande, ça apporte d'autres choses aussi. Il y a aussi du goût. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais il y a de la vitamine B12, il y a du fer, il y a du zinc, il y a différentes choses quand même dans la viande. Il n'y a absolument aucun nutriment en fait dont on manque quand on est végane, quand on est végétalien. Il y a un nutriment auquel il faut faire attention, c'est la vitamine B12. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à la vitamine B12 ? Parce qu'en fait, les environnements des élevages aujourd'hui sont beaucoup plus contrôlés qu'autrefois. Et en fait, c'est une vitamine qui est normalement produite par les bactéries, que ce soit les bactéries du sol ou les bactéries qui sont présentes dans le système
système digestif des animaux. Donc aujourd'hui, on produit en grande majorité la vitamine B12 pour la donner aux animaux d'élevage. Donc si par exemple il y a de la vitamine B12 dans la viande de porc, ce n'est pas parce que naturellement elle s'est trouvée là, c'est parce qu'on a donné des suppléments aux animaux. Donc effectivement, quand on est végétalien, on prend aussi des suppléments, mais ça revient un petit peu au même. Je fais une petite précision. On va pas faire tout le débat. De toute façon, on va continuer sur la viande parce qu'on a beaucoup de questions sur la viande et sur sa qualité. Florian qui nous demande si la viande bio, bœuf, veau, volaille, porc, est-ce qu'elle est meilleure sur le plan nutritionnel que la viande classique? Je voudrais avoir l'avis de Bruno Dufayet qui est éleveur de vaches Salers dans le Cantal. Oui, c'est ça, dans le Cantal. Oui. Merci. Donc, est-ce qu'il vaut mieux manger de la viande bio ou pas sur un plan nutritionnel? Alors sur le plan nutritionnel, je pense que mon voisin sera meilleur que moi. Par contre, sur les pratiques d'élevage, moi je suis producteur donc de viande. Je suis en conventionnel, donc je ne suis pas en bio. Mes pratiques, par contre, mon voisin est en bio, mais mes pratiques ne sont pas très différentes. Votre voisin, pas non, lui. Mon voisin, mon voisin exploitant dans le Cantal, voilà, qui est aussi fermier, qui a aussi des vaches, et lui producteur en bio. Et mes pratiques sont voisines. C'est-à-dire, le système d'élevage est le même, mes pratiques sont quasiment les mêmes. On échange beaucoup sur nos pratiques. Donc, sur le plan nutritionnel, j'imagine qu'on doit avoir à peu près les mêmes résultats. Mais ça, M. Cohen va peut-être Oui, c'est ça. Disons que vouloir manger de la viande bio, c'est faire un acte écologique. Peut-être que d'ailleurs certains disent qu'elle a plus de goût. Voilà, elle a peut-être même plus de goût, mais on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques nutritionnelles, c'est-à-dire les protéines, les vitamines B et le fer. Voilà, on est toujours d'accord qu'il n'y a pas d'études qui montrent que pour le consommateur ça ait de l'intérêt, mais ça en a pour la santé des agriculteurs. Ah oui. Utiliser moins de pesticides, on est d'accord. Oui, attendez, juste on finit. Non, si on revient sur le sujet pesticides, en élevage, on n'a pas la problématique pesticides, notamment en élevage de bœuf. Moi, j'utilise 0 pesticides et je suis producteur en conventionnel. Donc, et mes pratiques, je voulais le dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, mon système est basé sur l'herbe, celui de mon voisin est basé sur l'herbe. L'alimentation du troupeau est quasiment la même. Donc après, c'est les circuits de commercialisation qui sont différents. Mais c'est vrai qu'au niveau nutritionnel, je ne vois pas les différences qu'il peut y avoir. Oui, c'est vrai que c'est une question d'alimentation des animaux. Effectivement, vous, si vous êtes tout à l'herbe avec un voisin bio tout à l'herbe, c'est pas une grosse différence. Mais par contre, il y a une grosse différence. Que si vous mangez de la viande de vache de réforme qui a été élevée au maïs et au soja dans un élevage laitier, là, vous n'aurez pas la même qualité de viande. Vous aurez d'ailleurs des différences qui sont mesurables au niveau des acides gras. Même, il y a pas mal d'études qui nous le montrent clairement. Oui. Donc c'est une question de qualité de l'alimentation animale. Oui, alors ça pourrait être vrai, mais bon, il faut quand même rappeler qu'en France, le bœuf, c'est 60% d'herbe quand on prend tous les systèmes laitiers et viande. Pour les races à viande, c'est 80% de part d'herbe dans l'alimentation du bovin. Donc la vache alimentée uniquement au soja et au maïs, ça doit rester des exceptions. Malheureusement, vous avez présenté les chiffres nous montrent que c'est des exceptions, monsieur. Porte-parole de Génération Future, c'est quoi Génération Future? C'est une association environnementale qui travaille sur les questions de pollution agricole notamment, mais pas que, sur les questions de pollution chimique aussi. On s'intéresse beaucoup à l'élevage parce que l'élevage doit tenir, à notre sens, une place importante dans l'agriculture française. Ça a été dit dans le reportage. Il a façonné les paysages et il est également extrêmement intéressant d'avoir un élevage de qualité pour pouvoir fournir des aliments qui sont aussi des aliments de qualité. Et quand je disais qu'il y avait peut-être une moindre qualité des viandes issues des vaches de réforme, de l'élevage laitier, c'est parce que leur alimentation, vous savez, moi je viens de Picardie, où on fait des fermes parfois même industrielles, où les vaches ne vont jamais au pré, où elles mangent effectivement du maïs et du soja, parce qu'il faut une céréale, une légumineuse pour les nourrir à peu près correctement. Et là, on a quand même un problème au niveau de la qualité, non seulement de l'environnement, parce que vous n'avez plus de prairies, vous n'avez plus tous ces éléments qui font le paysage et la qualité environnementale, mais en même temps, vous n'avez pas tout à fait la même qualité nutritionnelle des aliments incarnés. Christelle a été opérée d'un cancer du rein, elle est grosse consommatrice de viande, elle demande s'il y a une viande à privilégier pour limiter les risques. D'une façon générale, quand on a une déficience rénale, on limite les apports en protéines. Ça, c'est la première chose. Par contre, il n'y a pas de et végétal d'une façon générale, animal et végétal. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas, par contre, de relation. Les deux seules relations qu'on a de causalité entre maladie et consommation excessive de viande, c'est vraiment, ça reste le cancer colorectal et les maladies cardiovasculaires. Pour le reste, on n'a rien aujourd'hui. Il n'y a pas de lien direct, mais... Ouais, toute autre hypothèse serait fantaisiste. D'accord. Je suis un grand sportif. Par quoi puis-je remplacer ma consommation quotidienne de viande, puisqu'il a besoin de précistil, de protéines, de vitamines et tout le reste? Sébastien. Enfin, Seb. Bon, Sébastien. Ça va être ça.
Moi, je veux bien répondre. Allez-y, vous répondrez. Je pense que vous n'aurez peut-être pas les mêmes réponses, mais allez-y. Je pense qu'il y a déjà un mythe qui voudrait que quand on est sportif, on doit consommer une très grande quantité de protéines. En fait, je crois que les besoins ont été tout à fait exagérés. Ensuite, on trouve des protéines de très bonne qualité dans le règne végétal et qui plus est, ces protéines sont souvent associées à d'autres nutriments qui sont tout à fait favorables, comme des fibres alimentaires, comme des minéraux. On connaît un très grand nombre de sportifs qui sont végétariens et végétaliens. Je vais citer par exemple Martina Navratilova ou bien les deux sœurs Williams, Vénus et Serena, donc, qui sont toutes les deux végétaliennes. Donc on se rend compte vraiment qu'on peut avoir un très bon niveau sportif sans consommer pour autant des aliments d'origine animale. C'est culturel, c'est un mythe d'imaginer que parce que la bête est forte et pleine de muscles, en consommant, on deviendra nous aussi. Il y a une imagerie. Je pense que oui, bien sûr. Une image si on s'intéresse justement aux taureaux, par définition, ce sont des animaux très forts, ce sont des animaux qui sont herbivores. Donc je crois que ça montre bien justement qu'on ne sera pas plus fort en consommant des protéines d'origine animale. C'était pas ça, c'est quelque chose, c'est un fantasme qui a longtemps animé les hommes. C'est-à-dire que quand on mangeait quelque chose, on était persuadé s'approprier l'incarnation de cette chose. C'était ça. Pour les sportifs, je la rejoins, c'est-à-dire que les consommations, notamment en termes de musculation, elles sont bien excessives par rapport à la réalité. Chez un vrai sportif, c'est 2 fois la norme, c'est-à-dire 2 grammes par kilo et par jour, c'est-à-dire 160 grammes. Et il faut vraiment faire la distinction entre les végétariens et les végétaliens. Chez les végétariens, on n'a quasiment aucun problème, parce qu'à partir du moment où il y a consommation de protéines qui sont du fromage, du lait, des œufs, etc., en croisant les protéines, on n'a aucun problème. Chez les végétaliens, ça devient plus compliqué. Les spécialistes comme elles sont capables de gérer les choses. Les non-spécialistes ne les gèrent pas suffisamment bien. Et on a, c'est vrai, un état de santé qui est moins performant que chez les végétariens. Alors, je m'attendais à entendre beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai apporté le dossier de notre dernier magazine qui s'appelle Le mythe des protéines. Oui, mais malheureusement, il y a un très grand nombre de mythes autour des protéines. Les acides aminés sont absolument tous présents dans les ingrédients d'origine végétale. Il y a un certain nombre de protéines végétales qui ont un indice chimique supérieur à 1, ce qui signifie qu'on n'a pas du tout besoin d'en manger beaucoup. Le soja a un indice chimique supérieur à 1, les lentilles, le quinoa. Les variétés alimentaires, il faut les croiser, vous êtes bien obligé de les croiser. Absolument pas, absolument pas. On a longtemps cru, effectivement, la FAO a très longtemps cru que la protéine supérieure était une protéine animale. On a longtemps pris comme protéine de référence la caséine et la protéine de l'œuf. Et on a comparé en fait les protéines végétales à ces protéines animales. On a donc considéré qu'elles étaient de moindre valeur nutritive. Depuis 1985... Vous voulez absolument que je mange comme vous. Si j'ai envie de manger de la viande, pourquoi j'en mangerai pas? Je ne veux pas que vous mangiez comme moi, mais je ne veux pas que vous disiez que les protéines animales sont de moindre valeur nutritive, parce que ce n'est pas vrai. Ça ne s'appuie sur rien. C'est une question que, pardon de vous la poser. Qui le taraude. Qui me taraude. Voilà, c'est une question qui me taraude depuis cet après-midi, on en a parlé ensemble. On comprend que des éleveurs ou des spécialistes de la viande aient besoin de faire la promotion de leurs produits, puisqu'ils en vivent. Quel est l'intérêt pour des végétariens de faire du prosélytisme et d'essayer de... Parce qu'en fait, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous défendez les végétariens et les végétariens. Et pour quel intérêt? Écoutez, moi j'ai été assez frappée en voyant ce documentaire par... d'abord l'extrême technicité de ce système de la viande, et puis j'ai été assez dégoûtée, je dois le dire, en voyant toutes ces carcasses d'animaux. La technicité, à quel point de vue? C'est les contrôles, c'est plutôt rassurant. Vous vous rendez compte de l'énormité du système en fait pour vérifier justement que la viande n'est pas toxique? Pour revenir à la question que vous me posez, moi je suis sensible aux animaux, mais comme je pense beaucoup de gens sont sensibles à certains animaux, aux chats et aux chiens, on sait que les animaux d'élevage ne sont pas des animaux différents des animaux de compagnie. Ce sont des animaux qui ont des émotions, qui ont des sentiments, qui sont capables d'attachement. Je trouve ce système extrêmement violent. On n'a pas vu d'image. Si je vous écoute, oui. Vous faites ça pour défendre la cause animale. Mais vous, depuis le début de cette émission, vous nous parlez de l'intérêt pour la santé aussi. Bien sûr. Alors, est-ce que quand vous êtes végétarienne, vous le faites parce que vous estimez qu'il est mauvais pour vous de manger de la viande, ou est-ce que vous le faites parce que vous voulez défendre la cause animale? Moi, je pense que c'est très important que le grand public sache qu'on peut être végétarien et végétalien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une aspiration à devenir végétarien et végétalien et qui ne le deviennent pas parce qu'ils entendent toutes sortes de discours qui ne s'appuient sur rien et qui les découragent. Une aspiration pour leur santé ou une aspiration pour sauver les animaux? Une aspiration éthique. Mais s'ils savent que c'est possible sur le plan de la santé d'être végétarien et végétalien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont devenir végétariens et végétaliens. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie qui est
à la fois respectueux, qui est pacifique, qui est soutenable sur le plan écologique. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai envie de porter ce modèle. Si on vit en Angleterre, par exemple, ou en Allemagne, qu'on va voir son médecin et qu'on dit « je suis végétalienne », le médecin dit « mais c'est très bien, vous avez un excellent mode de vie pour votre santé ». Si vous êtes en France et que vous allez voir votre médecin, vous dites « je suis végétalienne », le médecin va vous dire « oh là là, mais il faut faire des analyses, vous allez avoir des carences ». Je pense que c'est très important de savoir qu'on peut être végétarien et végétalien. C'est pour ça que je suis ici. J'entends vraiment vous mettre à votre disposition ce dossier pour qu'au moins on sache que c'est possible, qu'il y a différentes façons de s'alimenter. Et on peut vivre très bien en étant végétalienne et végétalien. Jacqueline nous dit que... Oui. Oui, là, je veux dire que moi je suis dans une situation un petit peu intermédiaire entre différents points de vue. Je crois que ce qui est important, c'est que les gens vraiment mangent comme ils veulent. J'entends complètement votre argumentaire, hein, il se défend tout à fait. C'est vrai qu'en France, j'ai travaillé en Angleterre il y a ça de nombreuses années, il y a beaucoup plus de végétariens que chez nous parce que les gens se sentent plus libres de faire ce choix-là. C'est 3%, ce qui est peu par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre ou à d'autres pays. On est aux alentours de 10% ou peut-être même au-delà, ce qui veut dire qu'effectivement il y a besoin d'informer davantage pour que les gens se sentent plus libres par rapport à ce choix alimentaire. Mais j'ai aussi beaucoup de sympathie pour les éleveurs et la viande de qualité parce qu'elle contribue à l'alimentation, comme votre boucher de fin de reportage le dit, quand on en mange peu mais de très bonne qualité, il y a un aliment qui est bon pour la santé, qui en même temps maintient un type d'élevage qui est aussi bon pour l'emploi agricole, bon pour les paysages. Donc il y a moyen. Enfin, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun fait comme il veut. Ce qui est important, c'est de garder l'équilibre pour son alimentation. Oui, un mot, je rejoins un peu ce que vient de dire monsieur, c'est que moi, même en tant qu'éleveur, moi je ne suis pas là pour dire il faut arrêter de parler de végétarien, végétalien. Je respecte complètement le choix de madame et ça c'est aussi de la part de l'interprofession d'Interbev, on n'a pas un angle d'attaque contre les végétariens. C'est plutôt le respect de chacun de manger, comme vous venez de le dire, de manger ce qu'il a envie de manger, avec sa propre éthique, parce que derrière on a tous sa propre éthique, sa propre envie de consommer tel ou tel produit. Vous parlez de vertus environnementales. Moi aussi, j'espère qu'on y viendra plus tard dans l'émission. Je vous parlerai aussi de vertus environnementales de la production de viande en France. Un mot, Jean-Michel Cohen, puis oui, il y a deux niveaux de réflexion. La première chose, c'est concernant les végétariens, on vous a rassuré. Vraiment, il n'y a aucun problème. On peut parfaitement être végétarien et être en excellente santé. Concernant les végétaliens, je continue à affirmer, en tant que nutritionniste, pas forcément en tant qu'humain, que être végétalien, pour moi, c'est pas la solution parfaite de la nourriture pour assurer le meilleur fonctionnement d'un organisme. Mais maintenant, vous défendre la cause animale, on est tous d'accord. Quand vous évoquez l'éthique, la notion de la souffrance animale, on ne peut pas vous contester ça. Donc, mais quand vous le dites clairement, là, on vous approuve et on dit c'est vrai, c'est un choix humaniste. Et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que vous savez, on fait partie d'un environnement, d'une écologie globale. C'est-à-dire que l'homme, il va manger son environnement et lui-même sera restitué dans la terre pour être mangé par les asticots. Donc ça veut dire que cet environnement, c'est un changement d'ordre que vous proposez et ce n'est pas si évident que ça à réaliser. Didier nous demande si finalement l'être humain est omnivore ou ruminant. Michel. Ouais, alors une des affirmations brandies par les végétariens pour justifier leur mode alimentaire, c'est que nos ancêtres préhistoriques, en dehors de ce qu'on vient d'entendre sur le plan éthique et de la cause animale, c'est que nos ancêtres de la préhistoire ne mangeaient pas de viande. On retrouve cet argument sur des vidéos et des articles publiés sur le web, dans des livres récents à succès. Alors Benoît, vous qui avez connu des hommes préhistoriques, qu'en est-il ? Oui, c'est l'affirmation de certains végétariens qui affirment, et sans rire, qu'Adam et Ève étaient végétariens. Alors au-delà des affirmations à l'emporte-pièce, vous savez qu'ici, on aime s'appuyer sur ce que dit la science. Et la question du régime alimentaire des premiers hominidés n'a rien d'anecdotique. Archéologues, préhistoriens, paléoanthropologues s'y intéressent depuis le début du XXe siècle et leurs travaux sont sans équivoque. Les australopithèques et les premiers spécimens du genre Homo mangeaient des protéines animales. C'est ce que démontrent toutes les récentes études dignes de ce nom, comme par exemple celle-ci, publiée par des chercheurs sud-africains en 2003. À partir d'analyses biochimiques de l'émail des dents de fossiles, ces scientifiques ont pu démontrer que la viande faisait bien partie du régime alimentaire des hominidés il y a environ 2 millions d'années. Alors certes, ils ne mangeaient pas forcément de grandes quantités de viande, pas forcément non plus de gros mammifères, sauf sous forme de charognage, mais plutôt des rongeurs, des invertébrés et des insectes. Et puis au-delà de la biochimie, on sait aussi grâce aux fouilles que ces hominidés cassaient les os des gros animaux pour en consommer la moelle. On a également retrouvé des outils destinés à dépecer les animaux. Et puis l'étude des boîtes crâniennes des squelettes a permis également de démontrer qu'ils avaient un cerveau assez développé et c'est probablement aussi un signe qu'ils mangeaient de la viande, puisque le cerveau, c'est 2% du poids de l'organisme, mais il nécessite 20% de l'énergie disponible dans le corps. Et la viande est moins complexe à digérer que les végétaux. Ça aurait ainsi permis à l'organisme de ces hominidés de détourner de l'énergie destinée à la digestion pour l'attribuer au contraire au cerveau qui par ailleurs avait besoin
de mieux fonctionner pour leur permettre de se déplacer, se repérer et trouver à manger des végétaux, des fruits, des insectes, de la viande en fonction du climat et des saisons. Les australopithèques et les premiers représentants du genre Homo étaient des individus adaptables et opportunistes, bref, des omnivores. Le végétarisme est un choix gustatif, nutritionnel, écologique, philosophique, tout à fait respectable. Pourquoi pas aussi une adaptation à notre époque, mais se référer à la préhistoire pour revendiquer sa primauté est une erreur. Merci beaucoup Benoît, on va vous retrouver tout à l'heure. On va accueillir tout de suite Bruno Combi qui est ingénieur, chercheur en nutrition et spécialiste reconnu de l'entomophagie. Bonjour. Bonjour Marina, bonsoir Michel. Alors, si on vous accueille aujourd'hui, si on va parler donc de cette entomophagie, d'abord parce que Benoît vient de l'évoquer, à une époque on mangeait déjà des insectes, et c'est parce qu'effectivement on pense qu'il faut pour l'avenir trouver d'autres solutions et trouver comment nourrir une population grandissante, et que peut-être que demain la principale source d'alimentation résidera dans les insectes ou les farines issues d'insectes, etc. Mais en tout cas, on va en parler. Comment déjà on explique la réticence des gens de nos pays à manger des insectes? Parce qu'il y a quand même une grande partie de la population du monde qui mange déjà des insectes. Oui, tout à fait Marina, vous avez raison. Ce qui paraît étonnant chez nous et même répulsif pour un grand nombre de personnes, en réalité est une chose tout à fait courante dans d'autres endroits de notre planète et à d'autres époques de l'histoire. Et donc je pense que c'est important d'ouvrir un petit peu nos œillères habituelles et de regarder cette question avec un esprit très ouvert. Et donc entomophagie, ça vient du grec entomos qui signifie insecte, phagos manger, et c'est donc un peu l'art et la manière de manger des insectes, puisque comme Benoît nous a rappelé tout à l'heure, eh bien c'était tout à fait courant chez nos ancêtres les hominidés. Les autres mammifères que l'homme le pratiquent couramment, notamment nos cousins les plus proches, les grands singes. Et donc la question de sommes-nous adaptés ou pas à manger des insectes est une question qui se pose tout à fait. Donc moi je me suis intéressé à ça depuis très longtemps, puisque c'était au milieu des années 80. Et à la fin des années 80, j'ai écrit mon livre « Délicieux insectes » qui a relancé un petit peu partout en France, mais aussi en Occident et dans le monde moderne, l'idée que les protéines d'insectes, c'est peut-être quelque chose d'utile. Le plus étonnant, c'est peut-être le fait que surtout c'est délicieux sur le plan gastronomique. Et ça étonne beaucoup. Et donc pour répondre à votre question, pourquoi on n'en mange pas? Je pense que c'est simplement parce qu'on a peur de l'inconnu. Et aussi parce que dans notre éducation depuis tout petit, quand on touchait un insecte étant petit, nos parents nous disaient « touche pas, c'est sale ». Et donc ça se grave en quelque sorte dans notre inconscient. Et aujourd'hui, on a tous peur des insectes. Donc je pense que c'est important de redécouvrir ce monde extraordinaire. Donc il faut goûter, quoi. Il faut goûter, c'est ça. Et la peur de l'insecte dure jusqu'à ce qu'on goûte. C'est ça qui est très étonnant. Et donc quand on goûte, on s'aperçoit que c'est bien meilleur que ce qu'on imaginait. Les insectes, c'est un véritable royaume, en réalité immense. Il y a plus de 30 millions d'espèces d'insectes. Plus de 95% d'entre elles sont comestibles. Et donc, bien sûr, il ne faut pas manger non plus n'importe quel insecte. Il y a aussi des insectes toxiques. Par exemple, il ne faut pas faire comme a fait un président de la République française, M. Félix Faure, qui était le 7e président de la République, et qui a consommé un insecte qui était toxique, tellement qu'il en est mort. Vous connaissez certainement l'histoire. Il avait une amante. C'est le seul président de la République française qui est mort à l'Élysée. Il y en a eu 4 qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, dont un à l'Élysée. Il est mort dans un drôle d'exercice. Il est mort dans un drôle d'exercice, puisque la mouche cantharide, comme on l'appelle, qui d'ailleurs n'est ni une mouche ni un cantharidé, a des vertus aphrodisiaques. Mais en réalité, c'est un poison violemment toxique, puisque ça provoque une inflammation puissante des voies urinaires, qui peut donner une érection. Donc, comme il recevait régulièrement sa maîtresse, c'est dans l'exercice de cette fonction-là qu'il est décédé. Mais comme c'était un insecte toxique, il ne fallait pas le manger. Donc il y a beaucoup d'insectes qui sont tout à fait délicieux et bienfaisants. Mais celui-là, je vous le déconseille vivement. D'accord. Alors, comment on choisit les insectes comestibles? C'est lesquels et comment on les choisit? Alors, il faut d'abord choisir effectivement des insectes d'espèces comestibles. Donc, il y a des espèces qui sont réputées comestibles. Par exemple, dans les grands textes religieux des 3 principales religions, vous avez dans la Bible, on recommande Jean-Baptiste qui mangeait par exemple des criquets, des sauterelles dans le désert. Vous avez dans la Torah également, et puis dans le Coran pour les musulmans, où pareil, on dit que Dieu a permis de manger sans les égorger 2 sortes d'animaux, les tortues et les insectes, les criquets notamment. Et donc c'est quelque chose qui est connu historiquement, donc il y a des espèces dont on sait qu'elles sont comestibles, et celles-là, eh bien, on peut les manger, mais uniquement si les animaux ont été élevés selon des critères de nourriture et de production qui sont corrects, parce que si on les nourrit avec du poison, évidemment, on va retrouver le poison dans leur tissu.
Bon, Bruno Dufayet, vous avez déjà goûté les insectes? Non, non, jamais. Ça vous plairait? Vous allez en goûter, vous inquiétez pas. Je vois le piège. On les mange comment? Cuit, comment? Alors, ça et en dépend quelle quantité il faudrait en manger? Ça dépend des insectes et ça dépend des cultures. Alors, je réponds Vous n'êtes pas placé, vous, hein. Je réponds d'abord sur la quantité. Vous pouvez nous les montrer? Oui, en même temps, on va les la voir. qualité des insectes est tout à fait extraordinaire. Et donc, en général, c'est équivalent à la viande, voire légèrement supérieur. C'est-à-dire des protéines et des vitamines? Oui, et protéines et vitamines, notamment la vitamine D, qui est très importante pour la croissance. Il faut qu'on les voit, là, je pense, Donc, parce que les gens nous envient. Envie ceux qui vont les goûter ici. Ici, vous avez des chrysalides de verre à soie. Donc, ce sont ces petits insectes qui vont tisser le fil qui fait les cravates ou les foulards pour les femmes. Et donc, habituellement, eh bien, on utilise les chenilles pour tisser le fil et ensuite, on jette les chrysalides ou les adultes. Vous avez raison, ça donc, inspire pas toujours. Regardez votre voisin. En Thaïlande, c'est commercialisé pour être consommé parce que c'est plutôt très bon. Donc, autrefois, on avait des insectes comme ça en France. Aujourd'hui, c'est plutôt en Asie, la production. Et ça se consomme comment? Et ça peut se manger. Alors, on peut les manger crus ou cuits, ça dépend des insectes, ça dépend des cultures. Donc, par exemple, en ce moment, on est maintenant au mois d'avril, et donc c'est le début de la saison des larves d'abeilles. Donc, on mange aujourd'hui le miel, qui n'écœure personne, tout le monde trouve ça normal, c'est délicieux, alors que c'est des régurgitations des abeilles, et on ne mange pas les larves qui sont tout à fait aussi délicieuses. Vous pouvez en passer à votre voisin juste qui Michel, arrêtez ça, vous avez tout mangé. Bruno, je vous propose de goûter, donc peut-être votre premier insecte, c'est tout à fait facile. Est-ce que vous voulez que je vous montre d'abord? Vous inquiétez pas, ça en a je veux bien partager ce plaisir avec Michel. Vous savez que chaque insecte... Moi, je suis désolé, j'aurais bien, mais j'essaye d'arrêter. Les papillons passent par 3 phases. Vous avez d'abord la chenille, puis la chrysalide que nous avons là, qui sont juste desséchés et légèrement revenus à la poêle, et ensuite le papillon adulte. Donc là, c'est au stade de la chrysalide. D'accord. Voilà, donc ça se croque tout simplement. Les végétariens peuvent manger ça ou pas? Alors, les végétariens ne mangent pas les animaux, donc les insectes étant des animaux par définition. C'est considéré déjà comme bien sûr. Animal. À côté, vous avez quoi? Alors, ça, faites-le passer pour ceux qui veulent goûter. Allez, ça. On fait passer, puis ceux qui veulent peuvent se servir. Donc, il faut préciser que les insectes sont des animaux qui sont quand même très loin de l'homme sur le plan de l'évolution des espèces, et donc c'est ce qu'il y a de moins animal de pratiquement tous les animaux, puisque ce sont des invertébrés, des arthropodes. Donc, il y a beaucoup moins, du point de vue médical, de réactions croisées sur le plan immunitaire avec nos propres tissus. Donc, beaucoup moins de risques d'inflammation, d'allergie, etc. Et donc, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Voilà, là, ce sont donc des grillons. Donc, c'est ce qu'on appelle le grillon champêtre, Grillus campestris, son nom scientifique, qu'on trouve, le grillon des campagnes, celui qu'on entend striduler dans les champs en été. Donc, c'est tout à fait comestible et délicieux. Et ça, vous n'avez pas des cafards, c'est un goût qui est un petit peu plus relevé. Je vous fais suivre également, vous pouvez vous servir. Ça, c'est vrai que vous avez goûté tout à l'heure. Alors là, on avait des chenilles qui nous viennent d'Afrique centrale, du Congo, où c'est tout à fait couramment consommé là-bas. Ça ressemble... 52% de protéines. Voilà, c'est ça. Donc c'est très chargé en protéines, ce sont des protéines d'une très bonne qualité, c'est riche en vitamine D, donc très bien pour la santé. Et je vous encourage à découvrir. On a du mal, hein. Allez-y. Je n'en vois pas beaucoup qui mangent là. Et bon, qu'est-ce que vous avez encore là? Parce que vous avez alors là, ce sont d'autres insectes un petit peu plus gros. Voilà, donc là, pour l'apéritif, la première fois, je vous recommande plutôt les petits. Monsieur Bayrek, vous voulez quoi? Donc là, vous avez ici ce qu'on appelle les punaises d'eau. On dit aussi les blattes d'un nom plus commun, donc les punaises d'eau. Donc ça, c'est pas consommable cru, mais ça peut se consommer quand c'est cuisiné. C'est traditionnellement préparé en Thaïlande, en Asie. Où on en fait par exemple des ragoûts. On mélange avec des légumes et on fait pas goûter tout de suite. Voilà. Ici, c'est un scarabée, donc le scarabée rhinocéros. Et là, ça n'est pas un insecte. C'est un scorpion qui n'est pas tout à fait un insecte. Les araignées ne sont pas des insectes non plus, puisque vous savez qu'un insecte, c'est un petit animal qui a un corps en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen, 3 paires de pattes, 2 paires d'ailes et une paire d'antennes sur la tête. La carcasse, là. Non, alors les gros insectes comme ça, on les décortique, on enlève les ailes et les grosses pattes et souvent la tête et on mange plutôt le corps à ce moment-là. Et avec les pattes, vous faites un cure-dent. On fait le bouillon, c'est exactement comme avec le poulet, exactement. Il reste toujours un morceau d'aile entre les dents, vous l'enlevez avec les pattes. Merci beaucoup Bruno Convier en tout cas. Merci à vous et bon appétit à tous. Merci. On va parler maintenant de la sécurité donc, autour de ces aliments. Est-ce qu'on a moins de risques d'être victime d'intoxication alimentaire en achetant sa viande chez le boucher plutôt qu'en grande distribution?
Je crois pas. Je crois que ce qui a été dit, ça a été... La sécurité, quand même... On parle beaucoup des cas d'intoxication qu'on entend en France, parce que c'est normal, on n'a pas l'habitude de ça. Mais il y a très peu de cas d'intoxication rapportés à la consommation alimentaire. Donc on a un système sanitaire qui fonctionne vraiment bien à l'heure actuelle. Ce qui était bien montré dans le reportage, c'est quelques cas sans doute rares, mais scandaleux de remballe, ce qu'on appelle la remballe, c'est des morceaux avariés qu'on on est dans la fraude, on est dans la malhonnêteté, on n'est pas dans le... Ce qui n'arrive en général pas chez les bouchers, parce qu'ils ont un stock qu'ils gèrent en direct. Leur clientèle, leur viatique, c'est la qualité et la connaissance de leurs clients. Moi, je voulais faire une petite blague. Je voulais dire que je ne connais personne qui s'est intoxiqué avec des carottes. Ah, ben, c'est pas une petite blague. On est tout à fait... On avait une question tout à l'heure quand même sur les graines germées qui avaient provoqué quand même des syndromes hémolytiques et urémiques. La question est passée tout à l'heure. Mais c'était pas des carottes. Non, mais les graines germées, c'est quand même des végétaux. Non, là, elle était précise. Oui, d'accord, mais parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure à la question justement sur ces graines germées. Douteuse. Voilà, regardez, c'est ça. Les végétaux sont-ils plus sûrs que la viande? L'épisode des graines germées à l'origine du SHU. Oui, je vous remercie, Marina. Non, mais c'est pour les téléspectateurs, Michel. J'ai fait des études aussi. Ah bon SHU, donc, syndrome hémolytique urémique, permet de douter, Jacqueline. Une couleur douteuse signifie-t-elle forcément que la viande est pathogène? Monsieur le boucher. Enfin, l'éleveur, pardon. Oui. Déjà, derrière douteuse, je dirais oui, parce que normalement, une viande, on connaît la couleur. Donc, si elle est douteuse, j'imagine que déjà, derrière moi, une couleur douteuse, je ne la consomme pas. C'est quoi, douteux un peu de vert dessus Dès qu'on change, dès qu'on arrive sur du vert ou des choses comme ça. Enfin, j'en ai jamais vu déjà, mais j'imagine qu'on doit être sur ces couleurs-là. Oh, ça peut arriver quand mais globalement, on peut se fier à son nez et à ses yeux quand même pour une viande, pour détecter quand même un souci. Quand même, il y a l'odeur, oui. L'odeur et la couleur. Une viande qui noircit trop est une viande qui ne va pas forcément être propre à la consommation, ou même en tout cas qu'il va falloir... non, pré-cuite, non. Non, très cuite. Ah, très cuite. Non, même pré-cuite, non. Martine demande si la viande bio contient des antibiotiques ou pas. Alors, dans le cahier des charges de production bio, il y a, je crois, quelques traitements qui sont possibles en cas d'extrême urgence, mais globalement, je pense ils ont droit à moins de piqûres que en conventionnel, mais ça reste permis dans des cas s'il faut sauver la bête. Hein. Évidemment, les bio ne vont pas laisser crever leur bête. Non, mais voilà, l'usage de l'antibiotique, c'est pour soigner. Et en bio, on peut effectivement aussi avoir usage. On utilise des antibiotiques pour soigner l'animal. Plus en prévention maintenant? Comment? Plus en prévention maintenant? Mais il n'y a pas qu'en bio, en conventionnel non plus. Oui, non, c'est ce que je dis en conventionnel. On l'a vu dans le reportage. Ça tend à diminuer. Hein, l'usage des antibiotiques a baissé de 25% entre 2007 et 2013. Et on utilise beaucoup la vaccination. Enfin, moi, je reviens sur rappeler quelque chose quand même, rappelez-le. C'est-à-dire qu'une viande qui a reçu des antibiotiques, normalement, il y a un délai avant qu'elle puisse rentrer dans l'abattoir. Et l'éleveur est obligé de noter si elle a pris des antibiotiques. Et par exemple, pour certaines viandes, c'est 30 jours. Et il faut 30 jours après la réception des antibiotiques. Sinon, elle ne peut pas être mise à l'abattage. Oui, ça c'est ce que je voulais dire. En fait, qu'on soit en bio ou en conventionnel, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on doit intervenir sur un animal malade, nous, on a un cahier sanitaire, un registre d'élevage, où on a déjà l'ordonnance. C'est-à-dire que le vétérinaire nous a fourni une ordonnance, il nous a donné la posologie à utiliser, le nombre d'injections à faire, si on doit répéter ou pas les injections pour soigner l'animal. C'est ensuite, et derrière cette utilisation, on a aussi un délai d'attente. Donc ce délai d'attente, en fait, c'est le temps qu'on doit, un nombre de jours qu'on doit respecter avant que l'animal puisse revenir justement sur la chaîne alimentaire. Et ça, c'est valable en conventionnel, en bio. Si jamais vous ne le signalez pas du tout, est-ce que les inspecteurs vétérinaires qu'on a vus là dans ce reportage, ils vont le repérer qu'il y a eu des... Ah ben oui, de toute façon, vous avez vu, il y a des tests ensuite à l'abattoir, il y a des tests dans les ateliers de découpe. Là, s'il y a une trace d'antibiotiques, on l'a vu, hein, l'animal est tracé en France. On remonte tout de suite à l'éleveur. Et là, par contre, on est bien sûr qu'on est... Oui. Mais c'est là où les conditions d'élevage sont extrêmement importantes. Bien sûr, dans votre élevage, vous êtes à l'herbe, les vaches en dehors, il n'y a pas une grande promiscuité, donc la propagation des maladies va être moins importante que dans un élevage complètement concentrationnaire, comme malheureusement il y en a trop au niveau des porcs. Un porc sur paille, il y a moins de pression de maladie, donc moins de traitement. Alors que si on est à la stabulation, ils sont extrêmement serrés. Là, effectivement, on est avec des animaux qui sont piqués presque tout le temps. C'est presque de la prévention et on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on garde l'état de santé en mettant les gens sous antibiotiques tout le temps. Et chez les animaux, on risque d'avoir la même pression de sélection qui va justement sélectionner des souches qui vont devenir résistantes aux antibiotiques, qui sont les mêmes qu'on va utiliser en médecine humaine. Donc d'où l'importance des conditions d'élevage et l'intérêt pour l'extensivité et pour le bio qui répond aussi aux mêmes critères. Il y a aussi à l'échelle de l'élevage, moi je reviens sur mon élevage, on l'a vu dans le reportage, tout ce partenariat avec son vétérinaire.
C'est-à-dire qu'on est aussi, chaque année, on fait une visite. Moi, il y a 3 semaines, j'ai eu ma visite annuelle avec mon vétérinaire où on regarde les maladies qu'il y a pu y avoir dans l'année qui a précédé. On fait un protocole de soins, il y a des pathologies et un protocole de soins. C'est-à-dire qu'on cible les pathologies susceptibles d'arriver sur l'exploitation et on y met derrière un protocole de soins. Donc moi, c'est pour ça que j'avais, comme l'éleveur qu'on a vu, j'avais des problèmes respiratoires. Donc aujourd'hui, je vaccine. Je fais un vaccin et ça m'évite justement d'avoir recours aux antibiotiques. Je vais vous poser une question naïve, mais pour rebondir un petit peu sur ce que disait Élodie tout à l'heure. Quand vos bêtes partent à l'abattoir, vous n'avez pas un petit pincement? Parce que on a vu l'éleveur de vaches de Salers là, tout à l'heure, qui dorlote, qui caresse le taureau. Enfin, il y a une vraie relation presque affective avec l'animal. C'est pas un peu difficile de les voir partir? Il y a une vraie relation avec son troupeau. Ça fait partie, voilà, c'est pas le moment le plus agréable du métier. C'est sûr que le jour où les animaux, moi ce matin, j'ai des animaux qui sont partis pour l'abattoir. Ça fait bon, on l'a intégré dans notre métier. C'est pas le moment le plus agréable, c'est vrai. On ne sait pas celui qu'on préfère. Je préfère la naissance ou le travail au quotidien avec le troupeau plutôt que ce moment-là. Bertrand nous dit, le nouvel article 515-14 du Code civil reconnaît la sensibilité des animaux. Quelles conséquences sur leur abattage, nous demande-t-il? Malheureusement, à partir du moment déjà où on considère qu'il est normal d'abattre les animaux, je pense qu'on se situe déjà bien en deçà des transformations de société qu'on pourrait mettre en place. Malheureusement, je dois dire que ça reste essentiellement des changements abstraits, théoriques, qui ont très peu d'impact sur le mode de vie des animaux. C'est vrai que dans ce qu'on a vu, par exemple, dans le documentaire, on a vu, bon déjà, je pense que c'était un documentaire beaucoup sur la viande bovine plutôt que sur la viande en général. Pour mémoire, c'est vrai qu'on abat chaque année à peu près 1 milliard d'animaux en France et sur ce milliard d'animaux, à peu près 6 millions sont des bovins. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très minoritaire. La grande majorité des animaux abattus, ce sont des volailles, également des porcs, et c'est vrai qu'ils sont pour la plupart dans des systèmes extrêmement industriels. Donc malheureusement, je crois que si on veut vraiment que ces transformations juridiques aient un effet sur la vie des animaux, il faut envisager des transformations économiques qui sont tout à fait conséquentes. Beaucoup de veaux sont élevés en taurillon jusqu'à 18 mois au maïs et au soja, d'où des oméga-6 et du cholestérol, et ce n'est pas annoncé à la vente, nous dit Daniel. C'est vrai qu'on devrait pouvoir avoir le choix de son alimentation en fonction du type d'alimentation de l'animal, parce qu'effectivement, il y a sans doute un impact. Mais derrière cet impact alimentaire, il y a aussi un impact environnemental, parce que ce soja, qui est la plupart du temps OGM, il a été produit au Brésil, en Uruguay, et là-bas, c'est des hectares qui sont souvent issus de la déforestation, et qui posent de nombreux problèmes écologiques là-bas. L'élevage de monsieur, qui est à l'herbe dans le Cantal, il ne pose pas ces problèmes environnementaux. Donc il y a la qualité des aliments, mais il y a aussi l'impact environnemental qu'il faut prendre en compte dans le choix de son alimentation. Donc ça devrait être étiqueté pour qu'on sache, qu'on fasse un choix. Comment ils sont nourris? Vous voulez ajouter quelque chose? Déjà, si vous voulez, premier étiquetage à regarder, alors là vous allez dire je suis franco-français, mais on a les viandes de France. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est 80% de la ration. Donc la ration, c'est ce que mange chaque animal, qui est à base d'herbe. Quand on parle des taurillons à 18 mois en maïs et au soja. En fait, le taurillon, il a d'abord passé 10 mois avec sa mère, dans les prés, à l'herbe et au lait maternel. Ensuite, il va aller dans un atelier d'engraissement, où là, il va avoir du maïs, effectivement, il peut y avoir du soja, mais c'est 0,4% de la ration. Et puis, ça peut être d'autres sources de protéines végétales. Le soja n'est pas la seule source. Et ensuite, il y a différentes céréales, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre de la ration, c'est-à-dire c'est un peu le débat qu'on a ici par rapport à l'homme. C'est-à-dire que le bovin a aussi besoin d'une alimentation qui soit équilibrée et avec différentes sources justement de protéines et d'énergie. Il a raison d'insister sur l'appellation de France parce qu'il faut rappeler que quand même on est dans un système de productivité mondiale. Ça signifie que quand on ne produit pas ici en France, on importe de l'extérieur. Et quand on importe de l'extérieur, on n'a pas du tout le même niveau de sécurité que ce qu'on a en France. Il faut rappeler quand même que les éleveurs aujourd'hui en France, par exemple, pour les éleveurs de porcs, ils ont 3 mois pour faire passer un porc de 25 kg à 100 kg avant de l'amener à l'abattage. Donc ils sont obligés d'utiliser des ressources vétérinaires qui font qu'ils essayent de manier avec prudence la chèvre et le chou, mais ce n'est pas du tout le cas de ce qui se passe dans les pays étrangers. Où là, on y va. C'est beaucoup plus compliqué en France. Un mot, puis on va passer à Benoît. Oui, et juste, on parlait aussi justement de la problématique soja en Amérique du Sud. Donc là, on va revenir sur la production française. Et la production française, il y a 80% d'herbes, il y a 13 millions d'hectares prairies. Et donc là, on en revient aux services vertueux. Donc, je vais vous expliquer que je pouvais aussi, moi, trouver des services vertueux apportés par l'élevage, notamment l'élevage d'herbivores en France. 13 millions d'hectares prairies. Les prairies, ça capte du carbone, ça capte du CO2.
et pour pousser. Donc ça a aussi un effet bénéfique sur la pollution. Oui, ça a aussi ça enlève la pollution. Ça a un côté bénéfique aussi pour l'environnement. Et c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que donc ça veut dire qu'on mange du CO2 en mangeant des beefsteaks alors? Le CO2 reste est capté par le CO2 est capté par le sol, sans risque d'explosion. Parce que j'ai eu une fois une demande en disant mais tout ce carbone, est-ce que ça va pas un jour nous exploser? Non, il n'y a pas de risque. Xavier demande ce qu'il faut penser de la viande maturée. C'est vrai que Benoît, on ne connaît pas très bien tout ce qui concerne la maturation et la conservation de la viande. Vous allez nous éclairer un peu. Ignore de nos jours que pour être consommable, une viande doit avoir vieilli, elle doit rassir. Dans le jargon de la boucherie, on dit maturer. Essayez de planter vos canines dans un morceau fraîchement sorti de l'abattoir, vous le regretterez probablement, ça n'aura guère de goût et ce sera très dur. Car une fois la bête abattue, les muscles, c'est-à-dire nos futurs steaks, vont être modifiés, privés d'oxygène. Le glycogène que vous voyez ici en blanc, qui est une source d'énergie pour les muscles, va être transformé en acide lactique. Le muscle va alors se rigidifier. Les fibres musculaires que vous allez voir en gros plan se contractent et c'est tout simplement ce qu'on appelle en latin rigor mortis, c'est-à-dire la rigidité cadavérique. Et cette phase dure plusieurs jours. Mais la présence d'acide lactique va permettre à des enzymes appelées protéases, que vous voyez ici en vert, d'entrer en action. Elles vont cisailler les fibres musculaires et ainsi attendrir le muscle et lui redonner de la saveur. Dans le langage des spécialistes, on parle de qualité organoleptique. Alors cette phase de maturation va prendre quelques jours minimum pour les morceaux à bouillir et 2 à 3 semaines au moins pour les morceaux à griller. Précision importante, elle ne se fait bien que sur des carcasses entières avant la découpe des morceaux et surtout tout doit se passer dans une chambre froide aux conditions de température et d'hygiène irréprochables. Dans votre frigo, la viande et la graisse s'oxyderaient et prendraient des odeurs et des goûts désagréables. Alors ça c'est la première phase, celle qui se passe avant votre achat. Mais ensuite, comment conserver votre viande chez vous? Et les conseils sont assez simples en la matière. La viande doit se trouver dans la partie la plus froide de votre frigo, entre 0 et 4 degrés. Vous ne déballez pas votre viande, qu'elle soit sous vide ou emballée dans un papier paraffiné, puisque l'emballage d'origine vous offre la meilleure protection. Et puis, combien de temps pouvez-vous la conserver? Il y a 3-4 jours, 5 maximum. Si vous avez un doute, votre nez, on le disait tout à l'heure, vous trompera rarement. Une viande mal conservée ou qui a trop attendu dégage vite une odeur ou une saveur peu ragoûtante. Une astuce, une viande en sauce peut encore gagner 3 jours de délai. Enfin, une exception, la viande hachée. Mieux vaut la consommer sous 24 heures et toujours la cuire à cœur pour éviter une intoxication bactérienne. Merci beaucoup Benoît. On vient de vous entendre, la phase de maturation prend quelques jours à 2 à 3 semaines, mais il y a des bouchers qui proposent quand même une maturation de plusieurs mois, on le voit dans certaines boucheries. Est-ce que c'est dangereux d'abord ? Non, c'est pas dangereux, mais ça se fait dans des conditions de conservation qui sont optimales. Ça veut dire que là, on descend très bas en température. En général, ce sont des carcasses entières et la découpe se fait après. Et ils prétendent que ça donne un meilleur goût à la viande. Et bon, après, c'est vraiment... Là, ça fait un peu cadavre. Mais il n'y a pas plus de risque en tout cas. Non, il n'y a pas plus de risque. Et si on produisait moins de viande et moins vite et avec moins d'élevage intensif? Et une autre question... changer de mode de production alors que les fermes-usines se multiplient, aidées par le ministre de l'Agriculture. Votre avis? Mon avis, c'est qu'effectivement, on a dit déjà une chose qui n'est pas très vraie, c'est on a dit on mange beaucoup de viande, on mangeait beaucoup de viande, mais ça c'est relativement récent, ça correspond voilà, les années 50, à l'explosion du pouvoir d'achat. Avant, les gens ne mangeaient pas beaucoup de viande. Ils mangeaient effectivement des recettes avec beaucoup de céréales, les légumineuses, tous les plats traditionnels associent les céréales et les légumineuses, et ils mangeaient un peu de viande par-dessus. Alors là, on a plutôt inversé la tendance, on en mange sans doute trop pour une partie de la population, peut-être pas d'assez bonne qualité. Donc l'idée, c'est peut-être de trouver un équilibre, on en mange peut-être un peu moins, c'est aussi bon pour le portefeuille, mais de meilleure qualité. Et ça offre plein d'avantages, parce que vous voyez les problèmes environnementaux, vous encouragez plutôt les éleveurs comme ceux qui sont sur les élevages extensifs ou des élevages biologiques. Par contre, le problème, ce que moi je considère comme étant problématique, c'est avoir des élevages hyper intensifs, comme malheureusement encore trop d'élevage porcin. Il y en a des très bons sur paille, mais on fait encore trop d'élevage hyper intensif. On a des problèmes environnementaux qui vont derrière, parce que dans certaines régions, il y a tellement d'élevage au kilomètre carré qu'on a des excédents de lisier à épandre, on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Et c'est vraiment une question de qualité. Je pense qu'on peut conserver de l'emploi agricole, justement, en favorisant les élevages de qualité et la vente au plus près du public. Il y a des expériences de vente directe qui sont très rémunératrices. Est-ce qu'on a assez d'herbes, de prairies, etc. pour pouvoir continuer les élevages conventionnels? Est-ce qu'on n'a aucun souci par rapport à ça? Aujourd'hui, on a une taille, la taille du cheptel est adaptée. Aujourd'hui, on a en France à peu près 1 hectare
de prairie qui est dédié à une vache. Donc on a la surface... Et on a cette prairie en France ou pas? On a 13 millions d'hectares de prairies, on a à peu près 8 millions de vaches. Hein, on en perd malheureusement. Oui. Parce que les aides à la prairie ne sont pas les mêmes que pour l'agriculture. Ensuite, sur le modèle aussi, je voudrais rappeler quand même, quand on parle d'intensification des modèles et puis du modèle... En France, je rappellerai, moi j'ai rien d'exceptionnel, hein, j'ai 50 vaches, 60 hectares. Je représente l'exploitation moyenne française. Donc par rapport au modèle qu'on peut avoir dans d'autres pays, où on arrive à avoir 100 000 animaux sur la même exploitation, la même ferme, vous voyez les différences qu'il peut y avoir. Donc nous, on est toujours, par contre, des grands défenseurs du modèle tel qu'il existe en France. Un mot, puis un mot juste pour dire, il faut arrêter de dire qu'on consomme plus de viande qu'avant, c'est pas vrai, on consomme moins de viande qu'avant, on est en dessous des 50 grammes. La différence est qu'aujourd'hui, la répartition est différente. La différence, c'est qu'avant, on mangeait des viandes grasses pour se fournir des calories, et qu'aujourd'hui, les gens sont très friands de viande très maigre, c'est-à-dire du muscle pur. Et la deuxième chose, c'est que l'élevage intensif, aujourd'hui, il est nécessité simplement parce qu'il y a de moins en moins d'éleveurs, et qu'ensuite, on importe de plus en plus de viande. C'est ça qui a justifié la décision du ministre de l'Agriculture. Il n'est pas du tout pour la productivité. On a des questions pour Élodie. Parce qu'on a fait le choix de moins aider les hectares de pâture que les hectares de culture. Et donc, les éleveurs ont été pénalisés. C'est un choix politique. Un choix politique. Élodie nous parle du tofu et du soja riche en protéines, mais que dire des catastrophes écologiques dues à la culture du soja? Il y a une autre question après, ne bougez pas, il y en a une autre. S'il y a davantage de végétariens, il y aura davantage de légumes cultivés et donc davantage de pesticides et de rivières polluées dit Gérald. Je peux répondre aux deux en même temps, ça tombe plutôt bien. Donc, le soja qui est une catastrophe écologique, c'est du soja qui est cultivé dans la région de l'ex-Amazonie et c'est du soja qui est cultivé pour les animaux. Le soja qu'on utilise pour produire le tofu bio, par exemple, il vient très souvent du sud-ouest de la France ou de l'Allemagne. Enfin, c'est du soja qui est européen en tout cas et qui est beaucoup plus local. Concernant la question que vous posez, je crois qu'il faut s'intéresser au taux de conversion en fait des protéines végétales en protéines animales. On sait par exemple que pour la viande de bœuf, ce taux il est entre il faut qu'un animal consomme entre 7 et 10 kg de végétaux pour produire 1 kg de viande. Pour la viande de cochon, c'est à peu près de 5 à 1. Donc si on consomme directement les végétaux, de toute façon, on a besoin de beaucoup moins produire de végétaux. Donc même si on se soucie des végétaux, ou de la quantité de végétaux qu'il faut produire dans le monde, on a tout intérêt à avoir un modèle où on consomme davantage végétal, végétarien ou végétalien. Juste pour répondre à madame, sur le bœuf, c'est à peu près 3-4 kilos de céréales pour 20 kilos d'herbe. Et aujourd'hui, à part les herbivores, on n'a pas la capacité à transformer justement la cellulose ou l'herbe en protéines animales comestibles par l'homme. Donc il y a aussi cette vertu-là. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des prairies, mais par exemple, si on coupe des forêts pour les transformer en prairies, l'absorption du carbone sera beaucoup moins efficace. Donc il ne faut pas forcément considérer qu'il faut absolument exploiter toutes les surfaces sur Terre. Écologique, madame, vous revenez au cycle écologique, parce que les animaux sont les seuls capables, à partir de l'herbe, de produire aussi des protéines pour fournir des végétaux. Et c'est bien ça qu'on essaye de dire, c'est ce côté omnivore. C'est pour ça que le seul argument recevable chez vous, pour moi, c'est l'éthique. Mais au Moyen-Âge, la France était couverte de forêts. Si on a décidé de déboiser, notamment pour favoriser l'élevage, ça n'est rien de naturel et ça n'est pas quelque chose qui a toujours eu cours. Il nous reste 10 secondes. Il ne faut pas laisser dans l'esprit des téléspectateurs l'idée qu'on continue de déforester en France. La forêt gagne du terrain tous les ans en France. D'accord. Et de façon considérable. Et l'élevage industriel lui en gagne. Juste un mot, le tofu c'est bien, mais ça n'a pas de goût. Le pauvre Michel. On vient d'en manger pendant une semaine. Michel, On me l'a préparé dans tous les sens. J'étais au Japon, ils savent le préparer, ça n'a aucun goût. Je suis désolé. Ça se terminait par ma viande, je remballe ou j'attends l'artificiel présenté à Londres. Ça n'a pas l'air quand même extrêmement appétissant, mais c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup à Perrine Dutreil pour son document. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Évidemment à Benjamin Battard, rédacteur en chef, et à Benoît Thévenet. On était en partenariat avec le magazine Nouvelle Vie. Oui. Nouvelle Vie magazine, et pour plus d'infos sur la viande et la santé, vous reportez, vous le voyez, à l'article du magazine, donc Nouvelle Vie magazine. Voilà, on se retrouve évidemment demain à 13h40 pour un nouvel épisode du magazine de la santé d'Allo Docteur, et le prochaine enquête de santé, ce sera très prochainement, bientôt. Le 12. Le 12 quoi? Le 12 mai. Le 12 mai, sûrement, hein, parce que là, on est en avril. On va pas en faire toutes les semaines. Et on a reçu 1500 SMS aujourd'hui, comme quoi la viande, ça intéresse. Merci, Merci à tous les quatre. Très bonne fin de soirée. Et à demain. Merci.